Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. Enfin, on se retrouve pour la suite de notre lecture du Prisonnier d'Azkaban après une pause estivale quelque peu prolongée. Ouais, notre vie moldue a été pas mal agitée après l'été, d'où cette reprise tardive. Mais ça y est, on a retrouvé nos micros et ça nous fait vraiment plaisir parce que ça nous avait beaucoup manqué. Énormément manqué, et pas seulement à nous, mais aussi apparemment à vous, puisque vous avez été très nombreux à nous écrire sur les réseaux par mail, notamment pour nous demander la suite. Alors on a lu tous vos hiboux, alors on peut pas répondre à tous malheureusement, mais en tout cas on les passe tous en revue pour la volière bien entendu. Tout à fait, la formule ne change pas de ce côté-là, et ce qui ne change pas non plus pour la volière, c'est qu'on privilégie les hiboux sonores tant qu'on en reçoit. En fin d'émission, on va donc diffuser des messages assez anciens, mais en fait il est probable qu'on priorise ensuite des hiboux plus récents. Donc même si vous nous avez déjà contacté, que vous avez déjà envoyé un message vocal par exemple, n'hésitez pas à le refaire dans le cas où vous suivez les épisodes en temps réel. Une autre chose qui ne change pas, c'est le fait de recevoir des invités. On avait commencé à le faire en fin de saison et on a bien envie de poursuivre parce que ça a l'air de bien vous plaire et surtout ça nous plaît aussi. Et pour cet épisode, on est ravis d'accueillir à nos micros Cédric, l'administrateur sorcier de notre serveur Discord. Salut Cédric, tu vas bien ? Salut Marina, salut Jérémy, ça va bien, merci. Je suis très content d'être avec vous. Voilà, ça me fait plaisir. Ouais, ça nous fait plaisir à nous aussi parce que c'est vrai que ce serveur Discord, il nous a été pas mal réclamé. Et étant des noobs de Discord, on avait bien besoin d'une petite aide et t'as fait un travail fantastique sur ce Discord. Et, on peut dire que tu es l'architecte de notre Discord. Ah, on a rien fait d'architecte. J'ai lancé un serveur Discord au hasard un soir où il passe un Harry Potter. Et après, j'ai laissé vivre le truc. C'est vrai. Et c'est devenu un véritable Poudlard, et avec une super communauté assez active et tout, donc c'est vraiment chouette. Donc, merci Cédric pour ça, et puis merci d'avoir accepté l'invitation. On espère que tu vas passer un bon moment en notre compagnie. Et justement, on va te poser quelques questions sur toi, mais aussi sur le Discord dans une petite seconde, juste avant de retrouver Harry, Ron et Hermione qu'on avait laissé après l'épisode des Épouvantards. Ouais, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il reste un paquet d'aventures à vivre à Poudlard pour cette 3e année, car on n'en est encore qu'au début, et si les élèves ont récemment appris à affronter leurs peurs, tous risquent bien de devoir le faire à nouveau, car une menace beaucoup plus importante plane sur Poudlard. J'espère que vous êtes prêts à replonger dans la suite d'Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, parce que ça commence maintenant. Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban. Chapitre 8. La fuite de la grosse dame. Alors Cédric, bienvenue sur Fréquence 9/3/4. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la première question, très... Introductive. Quand et comment as-tu découvert Harry Potter ? Alors, moi, de mon côté, Harry Potter, j'ai découvert ça au collège. Alors, à l'époque, j'étais vachement... Enfin, on va dire qu'il y avait 2 teams. À ce moment-là, il y avait la team Harry Potter et la team Pokémon. C'était au moment de la sortie des premiers jeux de Pokémon. J'avoue que j'avais plus l'habitude de me promener avec ma Game Boy dans mon sac à dos plutôt qu'un livre. Mais j'ai vu de plus en plus, en fait, dans mon collège, des élèves avec un gros livre orange. Et très honnêtement, ça a commencé à m'intriguer. Et donc, c'était en fait la sortie de Harry Potter et la Coupe de Feu qui venait de sortir. Et donc, j'ai fini par m'intéresser en fait à la saga. Et donc, j'ai dévoré un peu les bouquins un par un jusqu'à la sortie des films. Donc voilà, j'ai eu la chance quand même de lire les bouquins avant de lire les films. Après, très honnêtement, j'ai beaucoup de mal à me souvenir de tout ce qu'il y a dans les bouquins, tellement je suis plus film en fait. Moi, une fois que j'ai lu un livre... comme je sais ce qui va se passer derrière, j'ai plus trop l'appétit de le relire. Ça veut dire que tu n'as fait aucune relecture ? Non, aucune relecture. Très honnêtement, en fait, il y a votre podcast que j'ai découvert en mars dernier qui m'a donné envie de m'y remettre. Alors, j'ai relu le premier sur mes anciennes versions, enfin sur mon ancienne édition. Donc, c'était vraiment les premières éditions Gallimard.
J'ai essayé de relire le premier, donc j'ai été jusqu'au bout. J'ai recommencé le 2, j'ai pas été jusqu'au bout. Alors, en fait, par contre, je me suis rendu compte que, par contre, j'ai commencé à m'acheter les versions illustrées. Et en fait, de découvrir les illustrations au fur et à mesure des pages, bah là, ça me redonne plus envie de relire les bouquins au fur et à mesure, quoi. Ah, c'est marrant ce que tu dis sur les cartes Pokémon parce que j'ai le même souvenir. Je vois les cartes Pokémon, j'en avais pas beaucoup. Je pense que mes parents voulaient pas m'en acheter, mais il y avait toujours moyen de troquer et quand même d'en avoir. Mais en fait, j'ai un souvenir, ça m'intéresse pas beaucoup et je sens que c'est pas mon truc. Pareil. C'est pas mon truc, quoi. Alors moi, j'étais pas sur les cartes, hein. C'était vraiment plus les jeux. Les jeux. D'où la Game Boy. Le jeu sur la Game Boy, voilà. Game Boy de quelle couleur? La grosse, là. Hein. J'ai eu la grosse, puis après j'ai eu la Game Boy Color. Game Boy Color, d'ailleurs, j'ai failli foutre le feu à mon collège. Oula, anecdote, attends. Tu peux pas nous laisser comme ça, il faut que tu nous racontes ça. En fait, comme j'étais toujours dessus, j'avais tendance à mettre des piles rechargeables. Et un jour, en fait, la batterie, en fait, j'ai du mal à la positionner dans mon sac à dos. Et un jour, j'ai vu de la fumée sortir du sac à dos. C'était un grand moment de solitude. Donc, voilà, j'étais en 5e, donc voilà, c'est dire en plus, voilà, à ce moment-là, comme c'était assez gênant. Cédric le pyromane. Voilà. Pour dire que la sécurité des Game Boy à l'époque, ça se fait pas de ça, hein, quand même. C'est pour ça que je me suis tourné vers les bouquins. Après, je me suis dit, c'est peut-être moins dangereux. Ça prend feu, fais gaffe quand même, un bouquin. Non, mais ouais. Et donc, du coup, livre La Coupe de Feu, donc ça veut dire que tu as eu cette merveilleuse chance de découvrir l'univers Harry Potter avant la sortie des films. C'est ça. En fait, j'ai vraiment. Je connaissais les livres avant même d'avoir vu les films. J'attendais impatiemment les films, mais c'est vrai que j'ai commencé déjà à suivre un petit peu tout ce qui était annonce du casting, etc. Voilà. Alors, je prenais un peu de recul parce que voilà, j'étais pas accro comme je le suis maintenant. Hein. Limite, c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure. Mais en fait, sinon, c'est quand même quelque chose que je regardais. Et puis, je crois que tous les films, j'ai été les voir au ciné. Peut-être pas le premier. Et est-ce que tu as, parce que ça, c'est toujours la question que je pose et qui m'intrigue, est-ce que tu as un souvenir d'avant les films par rapport à l'imaginaire que tu t'étais développé en lisant les livres? Est-ce que tu arrives à t'en souvenir de cette projection mentale que tu avais sur quand tu lisais les livres Harry Potter qui datent d'avant les films? Alors en général, moi je dois avoir une horrible imagination parce qu'en fait j'ai tendance à vachement projeter. Et en plus j'étais un petit à lunettes. Donc en gros j'avais tendance à projeter un petit peu sur ma propre vie, dans le sens où en gros un personnage, le meilleur ami d'Harry, il a beau être décrit comme roux, c'était plus le meilleur ami que j'avais à l'époque, etc. en fait. Ok. C'est intéressant. Ok. Ça. Ouais. Alors, du coup, là, c'est vraiment de l'identification pour le coup, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que tu transposais ce que tu lisais dans ta vraie vie à toi, parce que tu avais vraiment l'impression que les personnages te ressemblaient. Et c'est ça qui a marché aussi dans notre génération. Et puis même dans les générations nouvelles qui découvrent Harry Potter, c'est que tu as l'impression que c'est toi, que c'est tes potes, que tu as envie de vivre les aventures avec eux. Surtout qu'au final, comme on est la génération Harry Potter, en fait, on a grandi avec les bouquins et presque Harry, il avait l'âge que nous on avait au moment où on lisait le bouquin, donc c'était beaucoup plus facile en fait de s'identifier au truc, quoi. On a vraiment grandi avec lui. Ouais. C'est fou, on a eu de la chance quand même en y réfléchissant. Ouais. Après, c'est quelque chose qui n'est pas impossible non plus sur les générations actuelles et futures. Non, mais on a connu l'attente de la sortie. Oui, l'attente, ouais. C'est ça. Enfin, je sais pas, c'est une expérience particulière. C'était le début d'Internet, donc il fallait aller sur le 56K pour voir toutes les théories un peu farfelues sur les chats, etc. Enfin bref, c'était assez... La bande-annonce avec 4-5 pixels là où tu... Ah ouais, trop bien. Moi je tapais sur internet, regardez Harry Potter gratuitement. Il était encore au cinéma. Pour le revoir, j'ai jamais trouvé, j'étais trop nulle. Mais c'est vrai que je trouve qu'au final, oui, c'est une chance qu'on a eu justement de vivre un petit peu cette attente, de vivre le phénomène, parce que l'air de rien, voilà, même si ceux qui le voient maintenant, pour certains, ça peut être un peu des trucs un peu vintage, quoi, un peu à l'ancienne. Et en même temps, il n'y a pas l'attente, donc il y a moins l'engouement, même s'il y a toujours un peu d'engouement sur Harry Potter. Il n'y a pas la hype, j'ai envie de dire, d'attendre le nouveau bouquin. Enfin voilà, nous on en est à attendre juste les animaux fantastiques, quoi. Et les adultes qui disaient à l'époque, mais c'est quoi Harry Potter Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une
une polémique. Il y avait des livres qui étaient rejetés par l'Église, je crois, enfin par des croyants en tout cas, parce que ça prônait la sorcellerie. Enfin, c'était quand même incroyable. Hein. Il y avait des polémiques autour d'Harry Potter, alors que c'est un livre jeunesse. Hein. C'est de la magie plus. C'est arrivé, en effet. Ouais, c'est fou. Hein. Oui, carrément. Il les brûlait même. Hein. Ouais, c'est incroyable. Et Cédric, tu disais justement qu'aujourd'hui, tu étais presque accro en fait à l'univers. Et justement, la question que j'avais envie de te poser, c'est concrètement, quelle place a ta passion d'Harry Potter aujourd'hui dans ta vie d'adulte ? Bon, alors très honnêtement, alors en plus c'est bien parce que sur le Discord, ils auraient dit non, c'est pas possible, il va pas en parler. Et bah si, je vais en parler. J'ai 2 passions dans ma vie qui sont vachement axées très Angleterre en fait, donc c'est Doctor Who et Harry Potter. Okay. Et au final, effectivement, on va dire, tu vois, là à côté de moi, j'ai une vitrine où il y a que du Harry Potter et du Doctor Who. Je me suis mis à acheter les Lego aussi. Il y a juste derrière moi, j'ai le Magicobus en Lego. Je me suis acheté la cabane d'Hagrid, j'ai la voie 9 3/4. Enfin voilà, je commence à un petit peu mettre un peu partout des objets Harry Potter. Donc voilà, ouais, ça commence à prendre pas mal de place au sens propre pour le coup. Et donc du coup, c'est un peu lié parce qu'on retrouve un docteur dans Harry Potter. Bah c'est ça. D'où ta photo de profil sur le Discord. Ouais. Exactement. Voilà, je me suis dit il faut manier les deux parce que voilà, hein, si j'ai pas du Doctor Who, c'est juste pas possible. Et je me suis dit en rapport avec Harry Potter, mais il y a beaucoup d'acteurs en fait qui ont joué dans Harry Potter et qui ont joué dans Doctor Who, que ce soit le père de Ron, que ce soit la mère de Drago. Enfin voilà, hein, ils ont tous été guests dans Doctor Who. Donc voilà, au final, c'est très lié. Et puis, effectivement, au final, c'est peut-être plus l'environnement un peu britannique, en fait, que j'aime bien. La dernière fois que je suis allé à Londres, j'ai pu faire les deux. Hein. Je me suis fait le Doctor Who Experience et le lendemain, je suis allé faire les studios Harry Potter. Et clairement, c'est top, quoi. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Bah perso, moi, j'ai pas vu beaucoup de saisons de Doctor Who, mais mon préféré, c'est quand même David Tennant. Super acteur. Je sais pas le tien, Cédric, mais... Ouais, si, pour moi, c'est... Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai découvert la série avec lui, mais très clairement, pour moi, il y en a aucun qui lui arrive à la cheville. Il est vraiment génial. Mais l'acteur en lui-même, hein, il est génial, hein, David formidable. Tennant. Ouais, alors c'est vrai que au final, le seul regret, parce que comme je suis un grand fan de lui, le seul regret que j'ai, c'est qu'on le voit très peu au final sous sa forme... sa forme David Tennant dans Harry Potter. Ça se compte en secondes, je pense, d'ailleurs. Ouais, c'est un super acteur. À part effectivement la première scène, la scène du tribunal et la dernière scène, effectivement, on le voit pas plus que ça, donc c'est dommage parce qu'il est vraiment génial. Par exemple, alors je suis désolé, je sors un peu, mais au final, par exemple, il a participé à la série Jessica Jones sur Netflix, et très clairement, il y a un moment, il fait un regard de malade, une de ses premières scènes où il est face à Jessica Jones. Il fait un regard de malade, mais même moi, il me fait flipper, alors que voilà, quelques jours avant, peut-être, je regardais un épisode de Doctor Who où il était juste génial, quoi. Et dans Broadchurch aussi, il est génial, enfin, dans tous ses rôles. Dans Broadchurch, il est top aussi, très clairement. On va monter un fan club, David Tennant. Alors, parlons un peu de ton rôle dans la communauté des fréquenceurs. Donc, tu es à l'origine du Discord de la fréquence, tu es l'architecte. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui ne connaissent pas en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est Discord exactement, qu'est-ce que c'est cette chose et qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Alors, Discord, comment l'expliquer? Discord, c'est un logiciel de messagerie, une application de messagerie instantanée. Logiciel, c'est un peu pour les vieux. Alors, en fait, disons que, donc effectivement, vous l'avez lancé en fait le soir du premier Harry Potter cet été, c'était le 1er juillet. D'ailleurs, le Discord a maintenant 3 mois. Donc en fait, effectivement, au final, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'engouement. Tout le monde était super content en fait de se retrouver, de discuter. Et l'idée, je me suis dit que ce serait bien quand même effectivement de pouvoir rester un peu tous ensemble. Quand tu avais annoncé en plus qu'il risquait d'être supprimé au bout de 7 jours, j'ai vu la dépression dans les messages de chacun.
Donc voilà, je trouve qu'au final, il y a une petite communauté. Là, actuellement, on est presque 300 membres qui ont déjà rejoint le Discord. Mais il y a une bonne communauté d'actifs en fait qui échangent pas mal, qui échangent sur tous les sujets. Et ça, c'est assez drôle en fait parce qu'on peut échanger de tout. En fait, on peut partir d'Harry Potter et puis bifurquer sur un autre sujet. Tout comme on peut parler d'un autre sujet et au final, ça nous ramènera à Harry Potter. Donc c'est assez marrant et je pense qu'au final, on est un peu tous de la même génération. On est quand même beaucoup à être, comme tu disais, Jérémy, noob sur le Discord, au niveau de Discord. Et très clairement, il y en a pas mal qui se sont inscrits sur Discord uniquement pour rejoindre votre Discord. Et ça, je trouve ça très balèze quand même. Et voilà, et je trouve que c'est top parce qu'au final, tout le monde échange. Maintenant, il y a une petite communauté. Il y en a même qui vont se rencontrer réellement dans quelques semaines, Ah ouais? qui vont faire une rencontre réelle. Donc, on a appelé ça la réunion des maraudeurs. Et en fait, tous ceux qui ont voulu participer en fait à cette réunion, en fait, bah, ils se sont organisés un petit week-end dans un Airbnb. Et puis, Ah ouais? ils vont se partager le truc. Ils vont passer un bon week-end ensemble. Enfin, j'espère qu'il sera bon pour eux. Mais voilà, donc, Oh, génial. donc je pense Il y aura peut-être même un jour un bébé du serveur Discord. va le savoir, hein, peut-être, on sait jamais. On va se Mais, prendre pour mais- l'amour est dans le pré, tu sais, l'amour est dans Poudlard. L'amour est dans le Discord de Fréquence. Mais voilà, très, très clairement, donc effectivement, les gens viennent parce que ça les intéresse. Voilà, d'abord d'échanger avec vous aussi, parce que très clairement, ils adorent le podcast, mais au fur et à mesure, effectivement, il y a des liens qui se créent. Et voilà, et donc c'est comme ça qu'on est, je pense qu'on est effectivement un petit réseau assez sympa, il n'y a pas de jugement. Surtout qu'au niveau du nombre de membres, on est dominé par les poufs-souffles, donc ça déborde de gentillesse. Ça transpire de gentillesse. On Voilà. recherche des serpentards là pour mettre un peu Ouais, de ah ouais, là Faut on est en équilibrer recherche les de choses. Venin serpentards, là-dedans. là. Léonie, on C'est a ça. besoin de toi sur Discord. On est en manque effectivement de serpentards là pour sûr. Mais voilà, au final, donc tout le monde s'entend bien, tout le monde s'aide dès qu'il y a des besoins entre guillemets de renseignements ou quoi. Voilà, il y a toujours de la bienveillance. Il y a des salons vocaux où tout le monde échange un petit peu, enfin certains échangent un petit peu. On s'organise quelques soirées quiz. Il y a le quiz de Master Dragon qui a repris un petit peu l'idée de ce que Jérémy faisait au podcast avec le quiz de Bertie Crochu. Mhm. Donc, et ça fait un carton parce que tout le monde s'éclate. Voilà. Pourtant, c'est un serpentard. Mais voilà, l'ambiance est là. On s'éclate bien. Donc tout est cool en fait sur ce serveur. Et moi, j'invite tout le monde à nous rejoindre parce que clairement, c'est top. Bah ouais, n'hésitez pas à le rejoindre. Et puis c'est vrai que nous, depuis la création du Discord, on n'a pas été trop actifs encore. Enfin, surtout moi, parce que toi, tu l'as été un peu plus que Ouais, moi, je suis Marina. pas énormément. Mais on va suivre plus aussi, et c'est quelque chose qu'on voulait dire. On va avoir peut-être un peu plus de temps pour interagir peut-être un peu plus avec tous ceux qui y participent. Alors, on garde le groupe Facebook quand même, c'est-à-dire que de toute façon, le groupe Il y a Facebook. quand même pas mal de nouveaux arrivants aussi sur le groupe Facebook. Ouais. Mm. Et puis le groupe Facebook, on continue de le modérer, c'est-à-dire qu'à chaque publication, de toute façon, même si on réagit pas, même si on commande pas, de toute façon, le groupe est modéré par Marina ou moi. Et puis sur Discord, forcément, c'est un peu plus libre, mais voilà, on fera un tour de temps en temps. Et puis l'intérêt du Discord, et c'est là où il n'y a pas aussi sur le groupe Facebook, sur Discord, il y a des salons vocaux. Nous parler, on aime bien ça. Donc pourquoi pas animer quelques vocaux de temps en temps, ça serait sympa de parler, d'avoir des moments privilégiés avec des auditeurs qui aimeraient nous parler. C'est possible sur Discord notamment. Donc voilà, donc ça c'est en projet, on va être un peu plus présent. Et donc là, c'est la présentation générale du Discord, mais tu as fait un travail assez incroyable avec la construction des salons. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'on peut y retrouver en fait sur le Discord au niveau des salons? Donc en fait au niveau des salons, donc effectivement c'est réparti. Bon, il y a beaucoup de salons. Hein. Quand on arrive sur le Discord, ça peut faire très peur. Mais voilà, je suis vraiment resté, on va dire, sur le thème de la voie 9/3/4, hein, étant sur fréquence 9/3/4. Donc voilà, on part quand même de la gare de King's Cross et à partir de là, donc on a déjà la possibilité aussi. Effectivement, il y a quand même des salons qui sont ciblés pour le podcast, donc que ce soit fréquence 9/3/4 et j'ai rajouté récemment le podcast parce que qui écoute fréquence 9/3/4 finit par écouter le podcast qu'il ne connaît pas, ce qui est mon cas. Il y a la possibilité donc de suivre tout ce qui est, il y a
Il y a un salon en fait pour expliquer un petit peu l'agenda, donc chacun peut expliquer un petit peu ce qui se passe sur l'univers d'Harry Potter dans sa région. Donc ça peut être super sympa, que ce soit sur Nantes, que ce soit sur Paris, sur Lyon. Voilà, un partage, ça peut être super sympa. Il y a une zone où on discute essentiellement d'Harry Potter, que ce soit des livres, que ce soit des films, et éventuellement aussi des théories. J'ai fait une zone aussi, donc que j'ai appelé un peu Private Drive, qui permet en fait d'échanger vraiment plus sur nos vies moldues, on va dire. Il y a la bibliothèque qui permet d'échanger sur nos goûts au niveau de la lecture. Il y a la console de jeu pour expliquer un petit peu les jeux vidéo. Il y a les séries, il y a la télé de Dudley, la fameuse, qui permet en fait d'échanger sur les séries, sur le cinéma. Il y a même tous les mardis, il y a plusieurs membres en fait qui se retrouvent pour échanger en regardant Koh-Lanta. Oh non Et on n'est pas au courant de donc... ça, on adore Koh-Lanta. Donc en fait, tous les mardis, il y a un fil qui est créé et en fait le soir, ils sont une bonne dizaine en fait à échanger sur ce qu'ils voient sur Koh-Lanta, en fait, un peu comme on le faisait déjà au moment de la diffusion d'Harry Potter. Il y a aussi le réseau de cheminées. Alors ça permet en fait de partager un petit peu les découvertes, que ce soit des découvertes d'eux-mêmes, que ce soit des découvertes d'objets dérivés, que ce soit des chaînes YouTube, d'autres serveurs Discord, même d'autres podcasts aussi. Et il y a alors la fameuse aussi ménagerie magique que j'ai créée à la demande de Marina qui voulait absolument un channel pour échanger des photos de chats. Donc voilà, la ménagerie magique est là en fait pour échanger sur tout ce qui est animaux. Voilà, donc il y a beaucoup de photos de chats qui passent sur cette salle-là. Après, il y a effectivement, donc sur Poudlard, on est resté un petit peu limite sur du basique. Il y a la grande salle pour échanger un petit peu sur tout. Les tableaux, qui est un canal qui fonctionne énormément parce qu'en fait, tout le monde discute en fait en échangeant uniquement des gifs. En gros, la règle du salon, c'est si tu écris un message, le message il est supprimé. Il faut uniquement échanger par gif. Donc c'est assez fun. Il y a le club des duels qui permet en fait de s'échanger des quiz et d'autres jeux sur l'univers d'Harry Potter. Le terrain de Quidditch qui là est plus axé, on va dire axé sport, il a pas mal marché au moment des Jeux Olympiques. Et puis il y a les maisons, voilà, chacun peut choisir sa maison. Et donc sur la maison, il y a la salle commune et pour chaque salle commune, il y a en plus un salon vocal pour échanger entre les gens de la maison. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu as créé un salon qui s'appelle les Trois Balais. Où en fait c'est un salon où on peut échanger uniquement entre adultes, entre guillemets, avoir des conversations plutôt axées whisky pur feu, bière au beurre et autres décadences et poilades d'adultes. et je trouve ça, enfin c'est vraiment une très très bonne idée. Enfin comme tous tes salons d'ailleurs. Alors, effectivement, parce qu'au final, on a quand même un serveur qui est vraiment intergénérationnel. Hein. Il y a des personnes qui ont 12 ans, il y a des personnes qui approchent presque la quarantaine. Donc, très clairement, voilà, il y a tellement une large différence d'âge, entre guillemets, entre certains qu'effectivement, certains adultes avaient tendance de temps en temps à sortir des blagues que je pouvais trouver limite en fait pour des plus jeunes, et je me suis dit qu'effectivement créer un canal qui s'appelle donc les Trois Balais, en pensant justement au film où Ron et Hermione se font rejeter des Trois Balais parce qu'on leur dit cet établissement est interdit aux sorciers de premier cycle. Voilà, je me suis dit que ce serait l'endroit idéal pour que les adultes puissent se lâcher effectivement de temps en temps, diffuser leur soirée, bon, tant que ça reste, on va dire, enfin voilà, hein, ça reste quand même correct. Attention. Que ça soit pas censuré non plus. Voilà, c'est ça. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse être à l'aise un petit peu partout. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de ça qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, Harry Potter, voilà, il y a un grand fandom, mais les gens, ils assument pas forcément tout le temps, parce que voilà, si on en parle à quelqu'un qui n'aime pas, ah ouais, c'est un truc de gamin, etc. Et là, on est content justement entre adultes de pouvoir se retrouver et de discuter de quelque chose qu'on aime, et on sait qu'on pourra en parler sans se faire traiter de gamin, etc. Et clairement, voilà, c'est pour ça que j'aime l'idée que ce serveur sera vraiment accessible à tous âges, pour que tout le monde se sente à l'aise, quel que soit le canal dans lequel il est, quoi. Oui, en plus, ce qui est bien, c'est donc se réunir autour d'Harry Potter, mais en fait, Harry Potter, ça peut être un canaliseur pour d'autres passions et se trouver d'autres points communs, et je trouve ça super beau, en fait.
pouvoir créer des amitiés autour d'Harry Potter. Et bien plus, puisque nous, on est l'exemple que ça peut créer beaucoup plus que de l'amitié. Bon, en tout cas, je pense que ça aura donné pas mal envie à des gens qui connaîtraient pas le serveur Discord si ça vous encore. donne pas envie, je sais pas ce qu'il vous faut. Je tiens quand même à préciser que voilà, effectivement, et puis il y a une modération, il y a une équipe de modérateurs, donc à l'heure actuelle on est 7, ça va sûrement augmenter. Alors je vais les citer quand même, comme ça leur fera en plus plaisir. Donc il y a Adéos, il y a Amandine, voilà, il y a Adéos, il y a Amandine, il y a Cesluna, il y a Dylan, il y a Elodie, il y a Master Dragon et il y a Maël qui vient de nous rejoindre. Voilà, ils sont là en plus, ils adorent vraiment le serveur, ils donnent aussi de leur personne pour justement faire que ça marche. Par exemple, c'est Adéos, Amandine et Cesluna qui ont organisé la réunion des maraudeurs. Voilà, ils sont vachement investis, ils ont des idées aussi. Et très clairement, je trouve que voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment que le serveur ressemble à toute la communauté de Fréquence 9 3/4 et non pas une seule personne. C'est pour ça que je me suis assez vite quand même entouré de personnes qui me permettent d'évoluer et que chacun puisse donner ses idées et puis faire grandir le serveur en fait. C'est vraiment top. Merci beaucoup Cédric et puis merci à tous les préfets de faire fonctionner ce Discord. Ouais, c'est génial de voir que les auditeurs, en fait, par eux-mêmes, en fait, créent des communautés comme ça. Et, ça fait chaud au cœur. Voilà, c'est très gratifiant en tant que créateur de voir que ça existe. Et donc, évidemment, on va mettre le lien en description. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, le lien est en description. Et puis, on va le laisser parce qu'il y a une liste de liens généralement en description de chacun de nos épisodes. Et puis, du coup, à partir de maintenant, on ajoutera le serveur Discord. Voilà, donc merci Cédric pour cette présentation du Discord. On avait une dernière question pour toi avant de commencer ce chapitre du prisonnier d'Azkaban. Pour revenir dans les questions un peu basiques, si tu devais choisir un livre, un film et un personnage d'Harry Potter, ça serait quoi tes choix ? Alors le film, ce serait le 3. J'ai toujours été fasciné en fait par Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je trouve que c'est le plus beau, le mieux fait techniquement. Enfin voilà, j'ai toujours été fasciné par Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Si c'était le livre, je pense que ce serait Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Okay. Parce que l'air de rien, je me suis rendu compte qu'effectivement c'était celui auquel il manquait pas mal de trucs au niveau du film que j'aurais trouvé important de connaître, important de savoir. Voilà, et le personnage. Non, alors ça c'est plus compliqué le personnage. C'est quoi ta maison déjà, Cédric ? Je suis pas sûr de savoir. Je suis sur Gryffondor, mais j'ai fait un test. Mais j'ai fait le test parce qu'en fait sur notre Choixpeau il y a un lien pour faire le test qui répertorie toutes les questions sur lesquelles on peut tomber sur Wizarding World. Et en fait, en faisant le test, on se rend compte que je suis 64% pouf souffle et serre d'aigle, 58% je crois Gryffondor, et je dois être à peine 56% Serpentard en fait. Je suis vraiment dans un mouchoir de poche pour tout. Donc, Après, ce qui compte, c'est dans quelle maison tu te vois, puisque le choix prend en compte ton avis. C'est ça. C'est ce que je dis souvent aux gens. J'ai quand même choisi Gryffondor. Okay. Donc voilà. Mais voilà, je serais plus Gryffondor. Après, au niveau des personnages, le personnage que j'aime bien, c'est marrant, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est pas facile. Hein. Mais au final, parce que moi, je m'attache plus en fait au niveau à cause des films. Je pense que ce serait Neville. Neville, parce qu'au final, c'est celui qui évolue le plus. Et puis, voilà, on est peut-être encore un peu sur la projection. C'est vrai que je suis un gars assez intimidé. J'ai tendance à me sentir un peu maladroit, entre guillemets. Et clairement, Neville, je trouve que c'est celui qui devient le plus badass sur la fin. Donc voilà, je pense que ce serait Neville. C'est un personnage qui... en fait, il fait partie du deuxième trio, quoi, quelque part. Et en même temps, J.K. Rowling a ce talent, en fait, de vraiment développer les personnages secondaires. Et Neville a une place vraiment importante, je pense, dans la saga Harry Potter. Il est cette espèce de double de Harry et qui a une évolution extraordinaire, ouais. Et... Je pense que il est quand même vachement attachant, en fait. Et puis, dès le début, donc, tu vois, par exemple... c'est vrai que comme je me rattache beaucoup plus au film, rien que revoir la scène par exemple du rappel tout où il dit j'arrive pas à me rappeler quoi, et en fait je trouve que rien que là on le trouve super attachant en fait. Le gamin, on se dit le pauvre il est complètement dépassé et tout, mais et voilà, effectivement quand on voit après par contre la scène où
où il se tape, le sprint là sur le pont lors de la bataille de Poudlard. On se dit quand même, effectivement, il est loin le petit gamin avec son rappel-tout qui n'arrivait pas à grimper sur un balai, quoi. Et puis il tue un Horcrux quand même, il détruit un Horcrux. Ouais, en plus, c'est ça. Ok. Bon, ça y est, tu as survécu à notre interrogatoire. Est-ce que tu es prêt à continuer l'enregistrement ? C'est bon, tu restes avec nous ? Interrogatoire. Je suis prêt. C'est vrai, le pauvre, on l'a pas mal interrogé. Il a fait toute une présentation sur le Discord et tout. C'est super intéressant. Sacré travail. Super intéressant. Sacré travail. Bon, allez, c'est reparti, on se plonge dans l'histoire. C'est parti. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait quitté les élèves de Poudlard et notre trio après leur cours sur les épouvantards. Et justement, le cours sur les épouvantards a hissé Lupin au rang des professeurs préférés des élèves. Et ce, malgré les efforts de Drago pour le descendre. L'étude des chapeaux rouges, des kappas, c'était bien trop passionnant pour les élèves pour s'arrêter sur l'allure débraillée du professeur. Mais le cours sur les épouvantards a eu l'effet de rendre, et oui c'est possible, encore plus hargneux Rogue. Parce que, évidemment, vous en doutez, toute l'école a parlé de l'épouvantard de Neville, qui avait pris l'apparence de Rogue affublé des vêtements de la grand-mère de Neville. Et bizarrement, ça, Rogue, il n'a pas apprécié la blague. Vous, ça vous aurait fait rire ou pas ? D'être à la place de Rogue ? Non, pas à la place de Rogue, mais apprendre qu'un camarade ou un pote a vu l'épouvantard se transformer dans votre physique et affubler par exemple des vêtements de grand-mère ou de choses comme ça. Je pense que la première chose que je me dirais, c'est pourquoi je fais autant peur à cette personne. Ouais, c'est ça. Et c'est la question que devrait se poser Rogue. C'est-à-dire que avant de prendre la mouche parce que tout le monde s'est moqué de lui quand l'épouvantard s'est transformé, c'est peut-être de se poser la question d'abord pourquoi je suis l'épouvantard d'un élève. C'est pas normal, quoi. Ouais, en plus, parce que c'est pas genre oui, il craint ce professeur. Non, c'est qu'il a une peur profonde de ce professeur. Ouais. Donc, ouais. Au final, moi, c'est plus ça, en fait, presque, qui m'étonne sur Rogue, c'est le fait qu'il soit vexé, justement, d'avoir été vu en tenue de la grand-mère de Neville, alors qu'au final, connaissant le personnage, il devrait être fier, justement, d'être l'épouvantard d'un élève, quoi. C'est ça. Et j'avais juste une remarque au tout début du chapitre sur Malf. J'ai une blague en tête. Vas-y. C'est un peu une blague de boomer en même temps aussi. Mais heureusement qu'il n'y avait pas de poster de Clara Morgan dans sa chambre Neville. Parce que Rogue, il serait sorti en petite tenue et tout. Clara Morgan. Tu sens au calme Clara Morgan. En plus, Clara Morgan, ça date d'il y a, je sais pas, 20 ans. Ouais. Les plus jeunes, ça se trouve, ils connaissent même pas. Ils la connaissent en tant que présentatrice télé, ça va. Ah ouais. Bon, ça va. Alors, elle est présentatrice. Ça rend la blague tout public. Elle présente. Et une chanteuse aussi, je crois. Ah oui, mais chanteuse il y a longtemps aussi. Enfin voilà, ça y est, j'ai fait ma blague limite, ça y est, c'est bon, je peux m'endormir. Il y a un truc qui m'a fait un peu tiquer au tout début du chapitre, quand Drago Malfoy il se moque des vêtements de Lupin, il le compare à leur elfe de maison. Et là je me suis dit, mais c'est bizarre parce qu'ils ont perdu leur elfe de maison l'année précédente. Mais ils en ont peut-être eu un autre. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il fait allusion à Dobby ou est-ce qu'ils ont remplacé déjà Dobby par un autre elfe de maison ? Parce que je vois pas la famille Malfoy se débrouiller sans elfe de maison. Ouais. T'imagines Narcissa faire la vaisselle ? Ouais. Ça se trouve, ils en avaient plusieurs. Et puis je crois qu'en plus, il dit même notre vieille elfe de maison. Ouais, c'est pour ça qu'il dit notre vieille. Mais alors, est-ce qu'il fait allusion à Dobby ou est-ce qu'il fait allusion à un autre elfe qui serait vieux ancien, ouais, je sais pas. Ouais, enfin, je sais pas non plus, en fait, c'est difficile de le savoir, mais voilà, c'est juste un petit détail, quoi. Bon, en tout cas, c'est pas trop quand même pour les élèves d'avoir un cours qui remonte un peu le niveau entre l'ambiance oppressante des cours de divination et les cours de soins en créatures magiques qui sont vite devenus ennuyants depuis l'incident, entre guillemets. Mais surtout, pour remonter le moral d'Harry, il y avait la reprise du Quidditch. Et cette année, c'est une année particulière pour le capitaine de l'équipe, Olivier Dubois, parce que c'est sa dernière année à Poudlard, et le pauvre, il veut absolument gagner la coupe avant son départ. Et donc du coup, vu qu'il veut absolument gagner la coupe, il impose à son équipe 3 nuits par semaine. Pardon, non, tu couvras ça. 3 entraînements en soirée par semaine. Et malgré le temps en prévision, Harry, il est super motivé parce qu'il va ramener la coupe à la maison. Il faut ramener la coupe à la maison Gryffondor.
Mais il me fait mal au cœur à ce moment-là, un peu, Olivier Dubois. Ah ouais, il me fait trop de la peine quand j'ai relu. J'allais vous dire exactement la même chose en fait. Je trouve parce qu'effectivement j'ai relu ce passage-là aussi et c'est vrai qu'on se dit il a quand même pas eu de bol le pauvre, il est vachement motivé et tout et c'est vrai que même pour lui en fait on a envie qu'il la gagne la coupe cette année quoi. Et d'ailleurs si je dis pas de bêtises, ils la gagneront pas parce qu'avec les détraqueurs ils perdent le match, non ? Ouais. Donc je pense qu'ils gagnent pas la coupe de Quidditch dans le 3 non plus. Donc ça voudrait dire qu'Olivier Dubois ne la gagne jamais en 7 ans. C'est dommage. Ah, il me semblait que si. Il la gagne quand même ou pas ? Je sais plus. Je sais plus. Parce que le match contre Poufsouffle, il est perdu du fait que Harry s'évanouisse. Je sais pas. Vous nous le direz dans le 14 épisode. Mais en plus, c'est trop frustrant pour lui parce que justement, Harry, c'est un super attrapeur, il est hyper talentueux. Mais Harry, en même temps, c'est il a la guigne. Donc du coup, à chaque fois, il attire la guigne sur le match et ils perdent en fait. Et c'est ça qui doit être super frustrant pour Dubois. Et justement, à un moment, il appuie, je sais plus, Harry qui est tombé de son balai ou quelque chose comme ça. Et fait, je veux pas te vexer Harry, mais bon, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc ouais, c'est super frustrant pour Olivier Dubois. Tu vérifies ? Ouais, attendez, je check. Ah oui, non, c'est bien Gryffondor qui la gagne. Ok. Dans le 3 ? Ouais. Ouais, mais il me semblait que sur sa dernière année, en fait, justement, c'était à partir de là qu'il a gagné. Et je me demande même si toutes les prochaines, en fait, quoique le prochain, il n'y en aura pas avec la Coupe de Feu. Mais il me semble qu'il gagne après à chaque fois quasiment. Oui. Ah oui. C'est dans le chapitre La rancune de Rogue qu'on apprend que... Dans le 3e, il gagne. Dans le 4e, c'est non tenu à cause du tournoi des sorciers. Et après, c'est Gryffondor tout le temps. Ouais. Ok, d'accord. D'accord, bon, il la gagne. Très bien pour Olivier Dubois, quoi. Ouais. Et justement, après une de ces soirées d'entraînement glacial, la salle commune est parcourue d'une agitation particulière. Et il y a de quoi, puisque c'est le premier week-end à Préolard. Mais notre pauvre Harry ne partage pas l'engouement de ses camarades, puisqu'il n'a toujours pas l'autorisation signée pour aller à cette sortie. Hermione, elle essaye de lui remonter un peu le moral en lui disant qu'il ne s'inquiète pas, Sirius Black va bientôt être rattrapé et qu'il pourra aller à Préolard quand tout ce drame sera terminé. Mais c'est sans compter Ron qui lui dit que s'il ne tente pas quelque chose auprès de McGonagall, il n'est pas prêt de voir Préolard. Hermione, elle allait un peu rager, mais bon, elle a interrompu dans son indignation par Paton Rond qui vient lui mâcher une grosse araignée sur les genoux. Tout maître de chat, tout parent de chat connaît ce moment où il mâche une grosse mouche ou une araignée devant nous. Après, une araignée, c'est quand même pas souvent, non S'ils en mangent, ils mangent tous les chats. Ouais, mais au point de la recracher. Ouais, elle devait être particulièrement grosse. Ouais. Bon, c'est Poudlard, ça se trouve, ils ont des bigs araignées à Poudlard. Les petits Aragog. Ouais. Ah ouais, les bébés Aragog. Et Paton Rond, tout en mâchant sa grosse araignée, il est quand même attentif à son environnement. Parce que Ron, il est super méfiant parce qu'il dit à Hermione qu'elle doit surveiller son chat parce que Croutard dort dans son sac. Et justement, quand Ron en parle, le chat bondit en avant sur le sac de Ron. Alors Croutard, lui, il réussit à s'échapper, mais le chat le poursuit, ça fait tout un bazar dans la salle commune. Heureusement ou pas... T'imagines, le chat aurait réussi à manger le rat, il n'y aurait plus d'histoire. Moralement, quand tu connais l'histoire, c'est bizarre. Hermione réussit à le stopper dans sa course-poursuite. Ron, furieux, est persuadé que Paton Rond a compris qu'il parlait de la cachette de Croutard. Et je pense qu'il a raison, Paton Rond comprend. Oui, parce qu'on apprendra plus tard que Paton Rond n'est pas un chat flaireur. normal. Je crois que c'est un mi-flaireur. Je crois pas qu'il est 100% flaireur. Oui. Et surtout, en fait, il est malin comme animal. Il va se lier d'amitié avec Sirius sous sa forme de chien. Et il comprend très vite qu'il y a quelque chose de très louche avec Croutard. C'est ça, parce que Ron, il ressent que en fait, Paton Rond, il en veut particulièrement à Croutard. Et Croutard, il en devient malade, il a amaigri. Et en fait, c'est vraiment ce qui se passe. C'est pas de anthropomorphisme. Bon, dans la vraie vie, oui, mais dans le monde d'Harry Potter, non. C'est vraiment, en fait, le rat qui est en réalité... je spoil. Non, il n'y a pas de spoil, mais oui. Ouais, non, mais c'est ça. Qui est en réalité Peter Pettigrew qui s'en rend malade parce qu'en fait, il y a le chat qui veut le tuer. C'est complètement ça. C'est fou. Enfin, quand on réfléchit, quand on sait
à chaque fois, j'imaginais, en fait, à la relecture du chapitre, Peter Petit Gros s'échapper là, comme ça. Putain, je vais me faire bouffer par un chat, je vais me faire bouffer par un chat. Alors, en fait, moi, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Alors, c'est peut-être pas trop le moment de le dire par rapport à là où vous en êtes dans le bouquin, mais moi, j'avais toujours compris que sous sa forme animale, un animagus, en fait, vraiment vivait comme l'animal, en fait. Il perdait un petit peu l'instinct qu'il a en humain. Et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à comprendre, en fait, le fait, par exemple, que le chat et Sirius puissent échanger, puisqu'au final, Sirius, sous sa forme de chien, logiquement, il reste un chien, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Après, ils doivent quand même avoir une conscience, parce qu'ils doivent avoir conscience qu'ils veulent à nouveau se transformer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, pas tout à fait. Ils ont forcément encore leur conscience humaine, puisqu'à un moment donné, ils se disent « je vais me transformer en humain ». Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, non, oui. Vous voyez, il n'y a pas un rat qui va se dire, un vrai rat va se dire « ah bah je vais essayer de me transformer en humain ». Je pense que... Je sais pas si c'est clair ou pas. En fait, je pense que dans le cas de Peter Pettigrew, c'est quand même assez particulier parce que lui, ça fait des années et des années qu'il est sous sa forme de rat. Et c'est pour ça qu'évidemment, ça joue sur son humanité, en fait, de rester un rat H24 pendant tant de temps, en fait, ça c'est évident. Après, dans le cas de Sirius, lui, même s'il était à Azkaban et que je pense que Azkaban te déshumanise aussi d'une autre façon, mais lui se transformait beaucoup plus en humain. Après, comment Patenron et Sirius sous sa forme de chien communiquaient, là je sais pas exactement, mais je pense que du fait que Sirius, c'est un animagus, c'est-à-dire que c'est un sorcier derrière l'animal et que à la fois Patenron c'est un mi-flaireur très malin de surcroît, je pense que l'un dans l'autre en fait ils arrivent à communiquer. Alors après exactement comment je sais pas trop, mais ils parviennent en tout cas à avoir un lien. J'ai pensé à un truc horrible. Imaginons, je pensais à ça tout à l'heure, imaginons que Patenron arrive à attraper Croutard. C'est fou. C'est dingue. Et qu'il commence à le croquer. Ouais. Ah ! Est-ce que du coup, Peter Pettigrew peut se transformer en humain ? Je pense, oui. Oui, donc il peut se sauver. En fait, c'est impossible. Il a plus de chances de survivre en tant que sorcier que. Je pense que Patenron, c'est quasiment impossible qu'il arrive à manger Peter Pettigrew. Sauf s'il le prend vraiment par surprise, quoi. Non, parce que même par surprise, tu dis « ah, j'ai mal » et tu te retransformes en humain. Je sais pas, ça dépend de tes réflexes de sorcier. Hein. Je pense que tu peux mourir sous ta forme d'animagus. Hein. Je pense. Après, vu comment les chats adorent torturer leur proie, il a le temps de réagir quand même. Mais moi, ce que j'imagine, Patenron tue Croutard. Je veux dire, la suite, il n'y a plus de suite. Enfin, non. Alors, je pense que Voldemort aurait trouvé de toute façon un autre moyen de revenir, même sans Peter Pettigrew. Mais il n'aurait jamais eu la vérité sur Sirius. Il n'y aurait certainement pas eu Non, en tout cas pas comme ça se passe. Enfin, tout aurait été très très retardé, quoi. Le gars, ça fait 11 ans qu'il se promène en rat et puis hop, il est tué par une tapette. Ouais. C'est la fanfiction. Ah merde. Je me suis fait avoir par le bout de fromage. Pas mal. Ah ouais. Ah non mais j'avais pensé à Patenron, mais j'avais jamais pensé au piège à rat. Mais non mais attends, c'est trop facile de mourir pour un rat. Genre la mort au rat et tout. C'est pas le meilleur animal. Après on choisit pas son animal. Donc, après bon, c'est l'animal de compagnie de Ron, donc chez les Weasley il doit pas y avoir de la mort au rat, je pense. Hein. Après tu peux te faire manger par des oiseaux, enfin. Quitte à choisir, si on pouvait choisir, je choisirais pas un rat. Et peut-être que Peter Pettigrew lui-même n'aurait pas choisi un rat, mais bon, on le sait, l'animal s'impose aux sorciers. Tu peux choisir. Ouais. Je sais pas comment tu le prends quand tu te rends compte que ton animal c'est un rat. Je pense que ça dit beaucoup de choses de Pettigrew. Genre t'es une punaise. Le gars, au moment où il se regarde dans le miroir, je me rechange plus. Rita Skeeter est bien un cafard. C'est ça. Ouais. Le lendemain, en route pour le cours de métamorphose, Harry a un de ces fameux moments Harry, où il se demande comment il va bien pouvoir convaincre McGonagall de signer son autorisation de sortie pour Préolard. Mais ses pensées sont interrompues par les pleurs de Lavendbrunn. La pauvre a reçu une lettre de ses parents qui lui annonce que son lapin a été mangé par un renard. Alors toute la classe est choquée et se rapproche autour de Lavendbrunn et se demande bien pourquoi elle est si apeurée que ça. Et en fait, elle rappelle à tout le monde que le professeur Trelawney lui a dit que ce qu'elle redoutait tant se produira le vendredi 16 octobre. Oh my
God, elle a prédit l'avenir. Alors tout le monde est choqué évidemment, mais bon, sans compter Hermione, notre petite sceptique préférée, qui lui rappelle, oui, bah ton lapin en fait c'est un bébé lapin, donc pourquoi t'avais peur qu'il meure, pourquoi tu dis que tu le redoutais alors que tu le redoutais pas du tout. Et puis en plus c'est la lettre qui arrive aujourd'hui, c'est pas la mort de ton lapin. Donc bon, arrête un peu ton délire. Moi je le vois un peu comme ça Hermione sur le moment. Bah, c'est vrai qu'après, Tu te calmes. il y a le fond et la forme. Tu te calmes. Sur le fond, elle a tellement raison, elle est Oui. tellement intelligente. Après, sur la forme... Tu la là- laisses pleurer son animal et c'est tout, quoi. Tu tiens ta langue pendant 5 minutes parce que, évidemment, ce move ne remonte pas la cote de popularité d'Hermione auprès des autres et surtout de Ron parce que la Von Braun, elle ajoute à Ron oui, bah, de toute façon, Hermione, elle se fiche bien des animaux des autres. Enfin, c'est Ron, je crois, qui dit ça, non? Non, c'est Lavande à Ron. Non, c'est Ron qui dit... bon bah oui, parce que c'est lui qui sait pour Coutard. Donc en fait, il dit à Lavande... Oui, mais tout le monde sait que... Bah tiens, t'as le livre vers toi. Tout le monde sait que... je crois que Il c'est me semble que, quand je l'ai entendu tout à l'heure, il me semble que c'est Ron qui lui dit, Ah ouais qui le dit à la vente justement parce que, Oh mince. Hermione lui flingue un peu le moral en fait. Bon, bah du coup, c'est Ron. Ouais, c'est ça. Il lui dit... bah, de toute façon, elle s'en fiche des animaux des autres. Mm. Voilà. C'est vrai que pour le coup, elle a peut-être un peu son cœur sur le moment. Et puis, plus un peu dommage parce qu'il faut laisser croire un peu les gens à ce qu'ils veulent. Enfin, si tu trouves que la voyance, elle est un peu ridicule, bah c'est ton avis. Mais là, pour le coup, je trouve ça un peu limite de la part d'Hermione. Bah après, elle vient... C'est important ce qu'elle fait quand même. Alors, elle le fait mal, mais... Oui, elle le fait mal. Tu le fais après coup pour remonter le moral de la personne. Oui, mais elle fait exactement quelque part ce qu'a fait McGonagall pour Harry. C'est-à-dire qu'elle elle raconte, mais c'est bullshit en fait, Trelawney. Oui, mais il y a une façon de le faire. Oui, il y a une façon de le faire. Mais après, c'est des enfants de 13 ans, quoi. Donc c'est sûr que... Après, Hermione, je la vois très bien faire ça en tant qu'adulte. Il y a bien des adultes qui font ça. Ouais. En fait, Hermione, si elle était juste moldue, en fait, c'est celui qui va te balancer comment quelqu'un fait ses tours de magie, en fait. Oui, Ouais, c'est ça. Elle va te flinguer des super effets et puis. Ouais, personne. non, hein, Ah ouais, c'est t'as pas vu si- ça? Ah, tu crois ça? Non, mais en fait, je t'explique comment ça se passe, c'est pas du tout magique. Hein. Mais c'est ça, c'est que Hermione, son défaut, c'est qu'elle sait pas très bien communiquer et qu'elle passe souvent pour la je sais tout prétentieuse et parfois agressive. Mais en vérité, aussi, c'est son grand point fort, et notamment parce qu'elle vient d'une famille de moldus et qu'elle a ce recul-là, en fait. C'est-à-dire qu'elle est pas, comme elle n'a pas baigné dans le monde de la magie, un peu comme Harry, et qu'elle a cette force de réflexion à chaque fois sur tout ce qui l'entoure, et bah, elle voit très vite que Trelawney, les prédictions, Mais comme après, ça, la ça marche voyance, pas. ça va au-delà du monde de la magie. Puisque c'est la voyance, c'est ce qu'on trouve aussi dans notre monde, en fait. Mhm. Les médiums et tout ça, on a quand même un peu de magie, entre guillemets, dans notre monde aussi. Mhm. Ça existe après. Bah, clairement, société même, coupable. je vois pas Hermione intéressée par l'horoscope, même avant qu'elle apprenne qu'elle est sorcière. Tu vois ce que je veux dire? Très cartésienne. Je pense qu'elle est très cartésienne, ouais. Et c'est une cartésienne sorcière, c'est incroyable. Mais j'aimerais bien tenter la voyance un jour. Je sais pas, je lance ça comme ça. Ouais, je lance alors, t'avais un déjà sujet. raconté l'anecdote de l'horoscope dans... Ah bon? Oui, mais tu- c'est pas de la voyance, l'horoscope. Ah, ok. Moi, je te Ouais. parle vraiment d'une vraie voyante, tu vois, qui va te tirer les cartes ou autre chose. Ok. À qui tu vas mettre une claque pour savoir si elle l'a vu venir, en fait. Mais le problème, c'est que j'ai pas assez d'argent pour gâcher mon argent pour une soi-disant voyante, parce que la plupart, je pense, sont des charlatans, entre guillemets. Désolée si j'en sais un pavé dans la mare. Mais, Mais tant qu'on Mais n'a ça, pas tenté l'expérience, on ne sait pas. ouais, mais 60 balles les 30 Ah. minutes, l'expérience, elle est quand même chère. Enfin bref, voilà, c'était mon coup de gueule envers les voyants. S'il vous plaît, envoyez-moi une réduction, un code promo, que je puisse Si faire un on a placement un de voyant produit. auditeur qui veut faire une séance gratuite à Marina... Par contre, que des bonnes nouvelles, hein, pas des mauvaises nouvelles, je suis très susceptible. Bon, alors, assez parlé de voyance. Alors, McGonagall arrive et dispense son cours de métamorphose, comme d'habitude. À la fin, elle rappelle aux élèves qu'ils doivent lui donner leur autorisation de sortie pour Préolard avant Halloween. Bon allez, c'est le bon moment pour Harry de se lancer pour demander qu'elle signe son autorisation. Mais dommage pour le pauvre Harry, McGonagall, elle reste butée sur le fait que seul un responsable ou un parent
peut signer le formulaire pour l'autoriser à aller à Préolard. Bon, il ne reste plus qu'à écouter ses amis parler de leur future sortie à Préolard en serrant les dents. Mais bon, pourtant, Harry, il a de la chance, il est entouré d'amis, et la plupart de ses camarades essayent de le consoler, mais sans succès. Le pire, c'est quand même Percy, qui en essayant de lui remonter le moral, lui a encore plus baissé le moral. Il dit que bon, Préolard n'est pas si top que ça, enfin oui, ok, il y a la boutique de confiserie qui est sympa, et puis il y a quand même Zonko, de la boutique de farce et attrape, mais elle est quand même hyper dangereuse. Ah ouais, mais quand même, il y a la cabane hurlante qui vaut quand même la peine d'être vue. Oui, il fait toute la liste. Des trucs sympas à faire, et donc Harry n'a plus qu'à pleurer des larmes de sel. Et c'est très triste ce moment parce que on n'est pas dans la tête de McGonagall, évidemment, on est sur le point de vue de Harry, mais je suis persuadé que c'est un déchirement pour McGonagall. Bah oui. Parce qu'on le sait, elle est très stricte sur les règles et en même temps, elle a un grand cœur. Et je pense que là, ça lui fait beaucoup de peine d'appliquer la règle pour Harry parce qu'elle sait pourquoi il n'a pas eu son autorisation, quoi. Elle sait tout. Et ça doit être un déchirement pour elle. Un gros dilemme. Parce que tu penses que sans l'histoire de Sirius Black, elle lui aurait signé son autorisation ? Ils le font les années qui suivent, hein, et pourtant Sirius Black n'est pas réhabilité, j'ai envie de dire. Hein. Donc il peut pas, Sirius Black, il peut pas signer une autorisation pour Harry Potter à la suite. Et pourtant si, il peut y aller. Hein. Alors si, il la signe. C'est ça qui est bizarre. Il n'est pas réhabilité, mais il la signe quand même l'année suivante. Ouais, je pense que Dumbledore l'accepte. Mais oui, il lui signe son autorisation. C'est ça que j'ai toujours trouvé ça bizarre. Le mec, il fait allez, tiens, je t'ai signé ton autorisation. Bon. Après, c'est peut-être magique. Soi-disant tueur en série en cavale. Mais tiens, c'est valable. Oui, mais ça se trouve, les signatures, tu sais, il y a peut-être un contrat magique qui se crée. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, ça se trouve, si toi, tu signes à la place de... Si tu imites une signature, je crois que c'est Simus qui le propose d'ailleurs dans le chapitre de le faire, et peut-être que ça marche pas dans le monde des sorciers. Peut-être que comme Sirius est vraiment son parrain légitime, peut-être que quand il signe le papier, c'est une signature légitime parce que, je sais pas, il y a peut-être un contrat magique qui se crée. On saura jamais pour la fausse signature parce que Harry, il fait non, mais en fait c'est mort parce que McGonagall, elle sait déjà que mon autorisation n'a pas été signée, donc c'est dead. C'était un risque à prendre. C'est le jour d'Halloween et au moment du petit déjeuner, Harry a évidemment le moral dans les chaussettes, si bien que Hermione et Ron ont même mis fin à leur dispute pour essayer de lui remonter le moral. Ça, c'est des vrais potes. Harry les accompagne jusqu'à la sortie de Poudlard, où Drago vient le narguer comme si c'était déjà pas suffisant. Toujours faire confiance quand même à Malfoy pour enfoncer le couteau dans la plaie. Ouais. Rajouter du sel. C'est ça. Après que Ron et Hermione soient partis, Harry remonte dans sa salle commune, remplie de première et deuxième année, mais aussi d'élèves plus anciens qui se sont lassés de Préolard avec le temps. Et là, je me suis dit, je peux comprendre qu'ils se lassent, mais en même temps, ça doit quand même faire du bien de sortir d'une école où t'es enfermé H24, même si c'est Poudlard, en fait, même si c'est une super école. Moi, je crois que je me lasserais pas de Préolard. Je sais pas vous, mais... Après, c'est comme un peu un pensionnat et un internat. Oui. Enfin, l'internat, tu rentres les week-ends, mais il y a des pensionnats où je crois que tu rentres pas avant les vacances. Là, clairement, c'est un pensionnat où t'es là tout le temps. Je veux dire, tu passes tes week-ends à l'école. Tu vois, les rares occasions où on te propose de sortir et d'être un peu libre et de voir autre chose que Poudlard, je pense que je le ferais, moi. Au final, chez eux, je crois qu'il y a que 2 périodes vraiment où ils quittent l'école. C'est les vacances de Noël et les vacances de Pâques, en fait. Ouais. Après, sinon, là, tu vois, octobre, nous, de notre côté, ce serait la Toussaint. Eux, ils sont quand même ils sont bloqués à l'école. Donc, effectivement, à chaque fois, ils y sont pour 3 mois minimum. Donc, clairement, effectivement, c'est compliqué d'imaginer qu'ils peuvent se lasser, en fait. Puis après, il n'y a que Préolard comme sortie. Ils n'ont pas moyen de trouver une autre sortie... ils sont pas très imaginatifs quand même. Tu vois, par exemple, je sais pas, ils pourraient faire une excursion à Beaubaton ou des choses comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de sortie scolaire à Poudlard. Ouais, des sorties scolaires, quoi. Après, ils accueillent le trophée des 3 sorciers. Oui, mais ça faisait très très longtemps qu'ils ne l'avaient pas fait. Mais je suis sûre qu'il y a d'autres choses du monde sorcier à visiter. Puis ne serait-ce que, par exemple, en fac de droit, tu vas bien voir l'Assemblée nationale. Pourquoi il n'y a pas une sortie scolaire au ministère de la magie? Ça existe peut-être et on ne sait pas. Ouais, elle n'en a pas parlé. Et par exemple, en cours de défense contre les forces du mal, d'être entre 4 murs d'une salle de classe, pourquoi pas, mais ça serait bien aussi des exercices pratiques, genre tu fais transplaner,
Oui, et au bout d'un moment, tu peux faire transplaner tes élèves, un exercice pratique. Ouais, sortir de l'école, ça pourrait se justifier quand même dans pas mal de cours et pas que pour les loisirs. J'avais une petite question pour vous, parce que quand Harry rentre dans la salle commune, le mot de passe pour rentrer, c'est Fortuna Major. Et je voulais savoir si vous saviez d'où ça venait, ce terme de Fortuna Major. Qu'est-ce que ça signifie, d'où ça vient? Est-ce que c'est en rapport avec l'argent? Ça n'a pas de... Non, ça veut pas dire fortune dans le sens argent. Chance? Oui, alors c'est du latin. Et J'ai pas fait latin. T'as fait du latin? Non, j'ai pas fait latin. Donc, Moi non plus. Donc Fortuna, c'est la fortune, et la fortune, son sens, c'est pas seulement l'argent, c'est aussi la chance, voilà. Et Fortuna Major, ça veut dire tout simplement la chance majeure. Et est-ce que vous savez d'où ça vient? Non. Non? Du tout. Alors on parlait de divination tout à l'heure, et c'est marrant parce que en fait la fortune majeure, la Fortuna Major, c'est une figure de la géomancie. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une méthode de divination où en fait on utilise une surface avec des points, et sur cette surface on lance des cailloux pour former des figures. Et en fonction de là où s'arrêtent les cailloux, en fait, ça forme des figures. Et en fait, ça existe vraiment? Ah oui, ça existe. Hein, c'est une forme de divination officielle qui s'appelle la géomancie. Et en fait, quand tu lances les cailloux par rapport aux lignes qui sont sur ta surface, ça peut former 16 figures. Et chaque figure symbolise quelque chose, quoi. Et donc, du coup, il y a 16 figures reconnues. Elles ont toutes des noms latins. Et dont Fortuna Major. Et Fortuna Major, c'est une des meilleures figures sur laquelle tu peux tomber, parce que c'est un symbole de grande chance. Voilà. Et il y a un autre mot de passe connu dans Harry Potter qui est aussi une figure de géomancie, une des 16 figures de géomancie. Laquelle, à votre avis? Il y a une figure connue. Il y a une autre figure que Fortuna Major qui, à un moment de la saga, est aussi un mot de passe pour entrer dans la salle commune de Gryffondor. Le seul mot de passe que je me souvienne, moi, c'est Caput Draconis. Ouais, moi aussi. Eh ben, bravo Cédric. C'est marrant parce qu'on s'en souvient. Ouais. Hein, c'est ça. C'est surtout comme Percy le dit. Caput Draconis. Oui, sur le film, ouais, c'est vrai. Et ben effectivement, Caput Draconis, c'est une deuxième figure de la géomancie. Elle a été piochée un peu dans la géomancie, comme on le dit souvent. Rowling, bon, elle crée des choses, mais elle recycle aussi beaucoup. Et Caput Draconis, est-ce que vous avez une idée en latin ce que ça signifie? Le dragon qui est fatigué, il est caput. Non. Non. Par contre, Draconis, ça veut bien dire dragon, ça c'est vrai. Non, Caput, c'est la tête. Ah. Donc en fait, ça veut dire la tête du dragon. Et en géomancie, c'est un symbole d'harmonie et de satisfaction. Voilà. Et à noter aussi qu'elle a été piochée un peu dans la géomancie. Bon, là, on peut se demander si c'est pas surtout du latin, mais pour Rubeus et Albus, parce que Rubeus et Albus sont aussi deux figures de la géomancie. C'est fou les recherches qu'elle a fait pour Harry. Alors, je dis, c'est peut-être simple, ça se cantonne peut-être simplement au latin, parce que Rubeus, ça signifie le rouge, et Albus, le blanc. Voilà. Et pour votre info, si ça vous intéresse, Rubeus, en géomancie, c'est le symbole de la fougue et de la violence, et Albus, c'est le symbole de la pureté. Voilà. Donc on retrouve quand même 4 symboles sur 16 de la géomancie dans Harry Potter. Donc je pense que c'est une inspiration certaine de J.K. Rowling. Voilà. Elle aimait bien effectivement la géomancie. C'est marrant, j'imagine maintenant en fait. Donc de ce que tu dis effectivement, donc tu lances des pierres et en fait ça fait des formes, et puis donc au final les gamins qui se battent dans les cours de récré, c'est qu'ils font juste de la géomancie. En fait. C'est ça. Vous pouvez taper géomancie et il y a une page Wikipédia et c'est assez clair en fait comment il l'explique. Et même en fait chacune des 16 figures en fait, on voit vraiment ce que les cailloux doivent former pour parce que détecter en cette lançant forme. des cailloux sur ces lignes, il y a forcément que 16 figures. Il y a 16 figures, ouais. Possible de faire en fait. Après, je pense que c'est un peu comme les feuilles de thé. Oui, En fonction de comment tu regardes, en fonction. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Bien interpréter. Ça reste parce de la que divination, c'est attention. Vraiment très aléatoire. Voilà. Les autres figures, sinon ça veut juste dire redemande plus tard. Ouais, c'est ça. Non mais va voir sur Wikipédia. Enfin, J'y vais tout de suite. tu comprends plus ou moins comment ça marche, quoi. Voilà pour ce petit instant Wikipédia divination. Le savez-vous? Le saviez-vous?
Donc dans la salle commune, Colin Crivet s'approche de Harry pour lui proposer de rester avec ses amis. Mais Harry, il n'a pas vraiment envie de se retrouver au milieu d'admirateurs. Donc il prétexte qu'il doit aller travailler à la bibliothèque. Ce qu'il est pour le coup bien obligé de faire maintenant. Donc il quitte la salle commune et en chemin vers la bibliothèque, il change finalement d'avis et il tombe sur Rusard qui le soupçonne immédiatement de faire des choses un peu louches et il lui demande de retourner dans sa salle commune. Donc il a un peu baladé à droite à gauche, le pauvre Harry. Et là il se dit, bah non, j'ai pas envie de retourner dans la salle commune, je vais peut-être aller rendre visite à Edwige à la volière. Et là sur son chemin, une voix l'interpelle, c'est Lupin qui se trouve à la porte de son bureau. Et contrairement à Rusard, lui, Lupin, il comprend très vite pourquoi Harry il est seul dans les couloirs à ce moment-là, et il l'invite à le rejoindre dans son bureau. Toujours un peu intimidant ce moment, je pense, quand t'as 13 ans et qu'il y a un prof qui te dit « Viens boire un Le bureau de la CPE. » Oui, nous, c'était pas forcément bon signe de se retrouver face à un adulte à l'école. À Poudlard, ça se fait un peu plus. En tout cas, quand tu t'appelles Harry Potter. Je pense que dans le monde des Moldus, ça serait interdit de nos jours. Oh non, c'est pas interdit. Un face-à-face, tu veux dire, genre un Oui. élève... Ah ouais. Oui, genre par exemple boire le thé avec un professeur, bien sûr. C'est vrai qu'ils sont en 4e, quoi. Après, là, je pense quand même qu'il est un minimum rassuré, sachant quand même qu'il l'avait déjà aidé dans le Poudlard Express, etc. Oui. Donc, je suppose qu'il doit se rendre compte quand même qu'il a rien de méchant contre lui. Rogue, je pense qu'il lui aurait jamais offert du chocolat. En tout cas, Lupin lui montre sa nouvelle acquisition pour un prochain cours. Et il s'agit d'un Strangulo, une créature verdâtre avec des doigts très longs, que Lupin présente comme le démon des eaux. Et donc, comme on le disait, Lupin propose une tasse de thé à Harry. Moi, ça me fait penser à à une scène avec McGonagall dans l'Ordre du Phénix, cette fameuse scène où « Prenez un biscuit, Potter ». Harry, c'est pas la seule fois où Harry se retrouve face à un professeur comme ça, dans un moment un peu... pas intime, mais voilà, boire le thé. Enfin, après, c'est quelque chose de très british aussi, boire le thé. Mais moi, ça me met toujours dans l'inconfort parce que moi-même étant assez timide, j'aimerais pas être à sa place, Harry, dans ces passages-là. Ah, il a entraîné. Hein. L'année d'avant, il s'est quand même fait une retenue avec Gilderoy Lockhart. C'est vrai qu'il est pas à sa près. À partir de là, je pense qu'il peut tout vivre avec un prof. Il a fait quand même un face-à-face avec Quirrell qui avait quand même la tête de Voldemort dans le crâne. Aussi. C'est vrai. En préparant les tasses de thé, Lupin fait une allusion aux feuilles de thé de Trelawney en expliquant que c'est McGonagall qui le lui a dit. Et quand Lupin demande à Harry comment il vit les prédictions lugubres de Trelawney, Harry préfère dire qu'il n'a pas peur, mais Lupin, il voit bien qu'il y a quelque chose qui tracasse Harry. Et Harry dit qu'il n'y a rien, puis il finit par avouer quand même qu'il se demande pourquoi Lupin il n'a pas voulu le laisser affronter l'Épouvantard lors du cours. Lupin explique tout simplement qu'il craignait que la créature prenne l'apparence de Voldemort dans la salle de classe devant les autres élèves. Harry est un peu surpris de la réponse, d'autant que Lupin prononce littéralement le nom de Voldemort. Et la seule personne qu'il a entendu déjà le faire, c'est Dumbledore. Harry avoue qu'il avait pensé à Voldemort, mais qu'il s'est ensuite souvenu du détraqueur. Et là, Lupin est impressionné parce qu'il note que la plus grande peur de Harry, c'est donc la peur elle-même et que c'est la marque d'une grande sagesse. Alors moi j'aime beaucoup cette phrase qui a été reprise dans le film, donc c'est très bien. Mais est-ce que vous comprenez vraiment la signification de cette phrase? Parce que moi je m'interroge encore, je l'aime beaucoup, mais en même temps ça m'intrigue. Qu'est-ce que Lupin il veut dire à ce moment-là vraiment en disant que ce qui fait le plus peur à Harry c'est la peur elle-même et du coup que ça serait une forme de sagesse? Vous êtes d'accord avec lui? C'est une forme de sagesse? Tu veux répondre, Cédric? Alors, en fait, moi, le truc qui m'a toujours gêné sur cette phrase, parce que c'est vrai qu'elle est super, cette phrase, mais je trouve qu'elle n'est pas bien utilisée dans le sens où je comprends pas en quoi un détraqueur, pour moi, ça symbolise pas la peur, en fait. Ça peut faire peur, mais ça symbolise pas la peur pour moi. Donc, je vois pas en quoi le fait que ça prenne la forme d'un épouvantard, d'un détraqueur, je vais y arriver, montre qu'en gros sa peur c'est la peur elle-même en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors, étant donné que le détraqueur c'est le symbole de la dépression ça peut être ça peut être
perçue comme une peur de vivre. Et donc du coup, est-ce que le détraqueur représente pas le vide, les pensées noires, et donc du coup, cette espèce de trou béant dans lequel on peut tomber et puis arrêter de vivre tout simplement? Je sais pas. Oui, c'est ça, c'est que je Une pense petite pensée comme ça en fait. Parce que le détraqueur, c'est le symbole du trou béant, en fait, du vide, de la mort psychologique en fait, et pas physique. Et la mort psychologique, elle est pire que la mort physique, enfin à mon sens. L'épouvantard et le détraqueur, ce sont deux créatures magiques qui ont la faculté de faire ressurgir le pire en nous-mêmes au niveau des émotions et des souvenirs. Donc c'est la peur qui rencontre la peur, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, je me demande si Lupin, est-ce que quand il dit que Harry il a peur de la peur, est-ce que il fait plus allusion au détraqueur ou à l'épouvantard, ou est-ce que les deux c'est pareil? Les deux. Appelons JK pour avoir la réponse. Non, mais c'est énigmatique un peu ce. Enfin, je trouve. Enfin, c'est pas limpide, c'est pas clair. Après, il y a des choses qui sont pas claires et limpides chez. Mais dans la saga. Mais c'est ça qui est. Après, c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est soumis à interprétation aussi. Enfin, clairement, alors certes, on était enfants quand on a tous lu pour la première fois Le Prisonnier d'Azkaban. J'aime particulièrement Harry Potter et peut-être encore particulièrement le tome 3, parce que même en tant qu'adulte, je vois l'histoire autrement, je vois l'œuvre autrement. Et par exemple, cette phrase, quand je la lis, je suis adulte aujourd'hui, je connais pas mal Harry Potter, et pourtant, je lis cette phrase, je pose le livre et je réfléchis. Et je me dis, qu'est-ce que ça signifie? Et je suis pas sûr encore d'avoir la réponse. Et c'est fou. Je pense que peut-être là l'idée c'est peut-être plus le côté un peu jeunesse de rassurer en fait le lecteur qui peut-être est dans l'âge justement un peu de Harry Potter, et puis lui dire en gros que voilà c'est normal d'avoir peur, c'est sage d'avoir peur et d'oser entre guillemets l'assumer quoi. Ouais, c'est vrai aussi. Tout à fait. N'hésitez pas à nous donner votre avis, comment vous interprétez ce que dit Lupin. Est-ce qu'il fait plus allusion épouvantard de traqueur? Est-ce que pour vous c'est la même chose? Ou est-ce que vous avez une autre signification? Est-ce que vous le recevez autrement, ce que dit Lupin à ce moment-là, sur le fait que Harry est sage parce qu'il a peur de l'épouvantard / des traqueurs? N'hésitez pas à nous donner votre avis. Venez en débattre sur le Discord. Ou en débattre sur le Discord. Ah là là, il est fort. Il est fort. Il fait sa pub. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte du bureau de Lupin. C'est Rogue qui entre, un gobelet à la main. Il s'arrête en apercevant Harry. Lupin explique à Rogue qu'il montre à Harry son nouveau Strangulo. Ouais, je montre à Harry mon Strangulo, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas un sous-entendu, hein, c'est vraiment un Strangulo. Tu peux pas t'empêcher. Hein. Non, je peux pas m'empêcher, j'ai un esprit mal placé, je suis désolée. Mais vous commencez à me connaître. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je lui montre mon Strangulo, il y a un problème. C'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu crois, j'étais pas du tout en train de lui montrer mon Strangulo. On arrête là. Avant de s'en aller, Rogue se contente de dire à Lupin qu'il devrait boire rapidement son gobelet et qu'il lui a d'ailleurs préparé tout un chaudron. Lupin explique à Harry en fait, qu'il se sent pas très bien et que Rogue est l'un des rares sorciers à savoir préparer correctement le remède dont il a besoin. Harry, il est quand même méfiant et il signale à Lupin que Rogue, il ferait quand même tout pour devenir professeur de défense contre les forces du mal. Donc bon, s'il était lui, est-ce qu'il buvrait Est-ce qu'il boirait Est-ce qu'il boirait Est-ce que moi j'y buvrais? Oui, peut-être un peu avant l'émission. Mais Lupin finit son gobelet comme s'il n'avait pas entendu, en disant à Harry qu'il doit aller travailler et qu'ils se verront au banquet un peu plus tard. Vous êtes Lupin, vous buvez ce que donne Rogue? Sachant qu'il est au courant de ce que contient, il a pas trop le choix. Ça, je me demande, est-ce qu'il a pas le choix? Parce que avant qu'il soit à Poudlard, c'est pas Rogue qui lui faisait sa potion. Je sais pas comment il faisait avant. Peut-être qu'il avait un contact là où il habitait. C'est vrai que je préfère autant que ce soit pas mon ennemi d'enfance qui prépare la potion dont je suis dépendant. Mais bon, c'est comme ça. Alors, retour de Préolard, Ron et Hermione ont ramené plein de bonbons à Harry et lui expliquent qu'ils ont visité Dervish et Bang, Zonko, les Trois Balais ou encore Honeydukes, tous des lieux que vous pouvez retrouver sur le Discord. Et si vous pouviez... Non, même pas. Honeydukes, non. Non. Trois Balais, oui. Dervish et Bang, non plus, je pense. Voilà. Mais d'ailleurs, vous, si vous pouviez visiter
un unique lieu, parce que j'aime bien ces questions un peu comme ça, arbitraires. Un lieu de Préolard, ça serait lequel? Une boutique ou un bar? La cabane hurlante. La cabane hurlante pour toi? Parce que c'est soi-disant le lieu le plus hanté d'Angleterre. Exactement. Et toi, Cédric? Alors, je sais plus le nom. Ah bah si, en fait, ce serait Dervish et Bang. Ouais, c'est une espèce de quincaillerie sorcière, quoi. C'est ça. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de trucs justement assez diversifiés, etc. Et ça doit être assez sympa. Ah ouais, à moi voir, je veux bien visiter une papeterie magique aussi. Bah, il y en a une. Ouais, avec... Ah non, mais on est sur le chemin de traverse. Alors, je crois qu'il y en a une à Préolard, parce Ouais. qu'il me semble que... Alors, peut-être pas dans le 3, mais il me semble que Hermione va acheter ses plumes à Préolard aussi. Et Le magasin de plumes de Scriben-Pen. Scribe Pen. Ouais. Ok. Donc, Vraiment ouais, le ouais. paradis. Ouais. Bah moi, je pense que ça serait les 3 balais quand même. Parce que ne serait-ce que pour goûter la véritable bière au beurre. C'est quoi vraiment la vraie bière au beurre de Préolard? Et puis je pense que l'endroit est super chaleureux avec Madame Rosemerta. Et puis voilà, juste l'ambiance En là-bas. vrai, ça doit tu être penses top. que c'est vraiment chaleureux l'endroit? Des 3 balais? Ouais. Ah ouais, quand même. Que c'est pas genre un PMU sorcier hyper glauque. Bah non, ça c'est la tête de sanglier, ça. Ah le- oui, c'est- L'endroit un peu. Là, pour le coup, la tête de sanglier, ça me donne pas du tout envie. Mais les 3 balais, ouais, si, c'est bonne ambiance. C'est good vibes. Harry, lui, il explique qu'il a bu un thé avec Lupin en leur racontant l'arrivée de Rogue. Ron est un peu comme Harry, il pense pas que ça soit une bonne idée pour Lupin de boire ce qu'il lui donne Rogue. Mais Hermione fait remarquer que si Rogue voulait empoisonner Lupin, il le ferait sûrement pas devant Harry. Encore une fois, elle a pas tort. Le Oui, trio... alors il empoisonnerait les deux. Ouais. Pourquoi Lupin et pas Harry? Ouais. Je suis complètement d'accord. Le trio se rend au banquet et comme d'habitude, la grande salle est magnifiquement décorée pour Halloween avec des centaines de citrouilles lumineuses et des chauves-souris qui tapissent le ciel. Alors qu'ils se régalent tous pendant le banquet, Harry jette un coup d'œil à la table des professeurs, mais Lupin a l'air en bonne santé, même si Rogue le fixe d'une manière étrange. Est-ce que Rogue ne passe pas sa vie à regarder les gens de manière étrange? Pour couronner le dîner, les fantômes de Poudlard font leur traditionnel spectacle et Harry passe une si belle soirée que même la moquerie de Drago sur les détraqueurs ne l'atteint pas. Au moment de rentrer, Harry, Ron et Hermione se retrouvent bloqués par une foule qui se trouve devant l'entrée de leur salle commune. Percy ordonne alors aux élèves de le laisser passer en se donnant de l'importance, en bombant le torse. Mais une fois arrivé devant l'entrée, il demande que quelqu'un aille chercher Dumbledore d'une voix beaucoup moins assurée. Après quelques instants, Dumbledore finit par arriver et les élèves se serrent pour laisser de la place. Harry, Ron et Hermione peuvent alors voir la cause de tout ce problème. La grosse dame a disparu de sa toile qui a été lacérée violemment. Dumbledore se tourne vers les professeurs McGonagall, Lupin et Rogue qui font bientôt leur arrivée et il leur explique qu'il faut retrouver la grosse dame au plus vite. Mais Peeves, qui vole au-dessus de la foule, dit d'une voix criarde que ça risque d'être compliqué. Quand Dumbledore demande à l'esprit frappeur plus de détails, Peeves explique qu'elle a honte et qu'elle a fui dans d'autres tableaux, parce qu'elle a refusé d'ouvrir la porte à quelqu'un qui est devenu fou furieux. Et après avoir laissé planer le suspense, Peeves ajoute qu'il a vraiment un sale caractère, ce Sirius Black. Et voilà, c'en est fini pour ce chapitre. Merci Jérémy. Merci Marina. Merci Cédric. Ah bah, merci à vous. Merci moi-même. Non, merci à toi. Ça, c'est interminable. Ah, merci Cédric, je t'ai pas dit merci. Cette blague est beaucoup trop longue. Heureusement qu'on n'ait pas dit ça. Alors Cédric, est-ce que tu as pu avoir une idée du renommage de chapitre pendant Oh là notre là. enregistrement? Mais pas du tout. Pas du tout. T'es pas obligé. En plus, T'es pas alors, obligé, oui. je sais pas toi Marina, mais moi j'ai galéré de ouf. J'en ai 2. Mais, Moi aussi j'en ai 2. Alors je sais pas s'il y a de la qualité, la quantité est là, la qualité, je ne sais pas. Alors Jérémy, quel est ton renommage de chapitre? Et oui, on est conscient que renommage n'existe pas. Alors j'en ai 2, j'en ai un qui est Dead Serious et l'autre, vous me direz si on le garde au montage ou pas. Sinon il sera bipé. Oula. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban chapitre 8, Solitude.
Ok. Parce que je trouve que c'est vraiment un chapitre sur la solitude. Parce que c'est vraiment Harry qui est ramené un peu à sa condition entre guillemets d'orphelin, ce qui est l'origine en fait de toute l'histoire d'Harry Potter, c'est le fait qu'il est orphelin, que ses parents ont disparu et que Voldemort Voldemort est son ennemi juré, etc. Et je trouve que voilà, vraiment il y a toute la solitude qui transpire tout ce chapitre, quoi, et notamment avec Lupin, parce que Lupin lui aussi est un marginal en fait. Et voilà, enfin c'est un chapitre que j'aime beaucoup pour ça. Deux solitaires qui se rencontrent. C'est ça, c'est un peu ça. Et sinon j'en ai un autre titre, vous me dites, hein. Oh là. Ok, vas-y. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 8. Pas de parents, pas de préolard. Ah, je sais pas. C'est Cédric qui décide si on le garde au montage ou pas. On le garde ou pas? Ah, moi, je le trouve pas mal. Ok. Et toi, Marina, si tu devais renommer le chapitre? Alors, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 8. Harry et le passe sorcier. Passe sanitaire, passe sorcier. J'aime bien comment t'essayes à chaque fois de coller à l'actualité. Tu lis le journal et tu dis attends, il faut que je trouve un truc là. Et j'en ai un deuxième, mais ça c'est les bourguignons qui sauront de quoi je parle, je pense. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 8. Harry n'ira pas à Guédelon. Ou à la citadelle de Besançon. Parce que c'était les deux. On n'a pas la ref, là. Je crois que les bourguignons, en tout cas les Dijonnais me comprendront s'il y en a. C'était les deux sorties scolaires préférées des écoles où j'étais. C'était soit tu te tapais Guédelon. Alors Guédelon, c'est quand même assez intéressant. Ça passe C'est parfois super au sympa, JT. Guédelon. Ah, voilà. C'est en fait une équipe de gens qui construisent un château fort avec les moyens de l'époque. Moyens et matériaux de l'époque. Ah oui, ouais, c'est génial ça. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est génial, mais nous, vu que je commence à avoir un petit âge, j'ai 30 ans maintenant, on allait au tout début de sa construction. Donc, il n'y avait quasiment rien, en fait. Tu voyais pas de château. Et ça a vachement avancé. Et ben, à Besançon, il y a une grande citadelle avec des animaux et tout. Et puis, ils adoraient nous y emmener. Mais Donc c'est C'est ça que comme ça t'évoque préolard dans ta vie moldue, c'est ça que ouais, ça quand on t'évoque. parlait, je pensais aux sorties scolaires. Et je fais, en fait, c'est notre Guédelon et notre citadelle de Besançon. Voilà, on a les sorties scolaires qu'on mérite. Est-ce qu'on t'a inspiré, Cédric, ou pas du tout? Ah, pas du tout. Au final, ça ressemblait vachement à Solitude de ce que tu disais tout à l'heure. Parce que moi, clairement, celui que j'aurais donné, ça aurait été le Sum d'Harry, quoi. Parce que au final, effectivement, c'est un peu basé quand même sur sa déprime, entre guillemets, de se retrouver un peu tout seul, bazardé. En plus, il peut même pas aller à la bibliothèque, le pauvre. Hermione serait super contente s'il pouvait aller à la bibliothèque. Mais même ça, il a pas le droit. Il se fait envoyer bouler par Rusard. C'est ça. Et après la lecture de ce chapitre, est-ce que tu as un personnage préféré? Moi, mon personnage préféré sur le chapitre, je pense que ce serait Ron, en fait. Parce qu'il est quand même... Enfin, voilà, alors déjà, il y a la partie avec Croutard où il est quand même bien rageux de ce qui se passe avec Patenron. Et en même temps, en fait, le fait qu'il essaye quand même de bien soutenir Harry, de lui donner des conseils pour qu'il puisse aller justement à Préolard, mais qu'il le fait maladroitement, en fait, parce qu'en essayant un petit peu de le rassurer en lui disant ouais, tu sais, c'est pas si top que ça, bah au final il lui raconte tout ce qui est super et clairement en fait il est complètement inefficace. Ouais, parce que j'aime bien, c'est le fait que, parce qu'ils se disputent beaucoup avec Hermione, et notamment à cause de leurs animaux, ils arrivent tous les deux à mettre de côté leur dispute, un peu par pitié, parce qu'ils voient bien que Harry, ça le peine. Et je pense que eux aussi sont peinés. Et c'est là qu'on voit que ce sont des super amis, en fait. Parce que, alors Harry va pas les empêcher d'y aller, mais... Heureusement. Ouais, heureusement. Mais quand même, tu vois que ça leur fait mal au cœur, eux aussi, de partir sans Harry, quoi. Donc Ron, pour le coup, c'est là qu'on voit que c'est un super pote. Et toi, du coup, tu as un personnage préféré? Ouais, moi, il n'y a pas trop de surprises, je pense. Non, Lupin. ouais. Moi, j'adore Lupin. J'ai monté un serveur Discord sur Lupin. Non, je plaisante. Mais non, juste pour sa tendresse envers Harry, en fait, que je trouve très touchante. C'est une tendresse pudique, parce qu'il révèle rien de son père, de l'amitié qu'il avait avec son père. En fait, c'est très pudique, en fait, la relation qu'entretiennent Lupin et Harry. Je pense qu'à ce moment-là, en fait, Lupin, quand même, se voit beaucoup en Harry. Ils sont tous les deux à la marche, comme je le disais tout à l'heure, et ils sont souvent ramenés
à leur propre solitude en fait et voilà, enfin moi c'est un personnage qui me touche beaucoup, Lupin, et dans ce chapitre j'aime beaucoup le fait qu'il occupe le temps de Harry en fait, et c'est très précieux. Et toi, Marina? Moi, c'est pas tant rond. Parce qu'en fait, il est assez sous-estimé. Il est au Pourquoi courant. je suis pas surpris? Il est au courant de tout ce qui se passe. Et depuis le départ, il essaye de régler la situation. Oui, c'est et vrai. personne ne le remercie à la fin. Quand même. Il essaye de bouffer Peter Pettigrew depuis le début. Alors, est-ce que c'est son instinct de chat? Peut-être. Moi, je dirais plutôt que c'est parce qu'il essaye de rendre service à tout le monde. Oui, il est trop sous-estimé. Merde. Ah, c'est bien parce qu'on a 3 personnages différents du coup. Bon, je crois qu'il est temps de passer à la volière. On va retrouver enfin la voix de nos chers auditeurs. Alors on commence avec un premier hibou sonore d'Alizé. Salut la fréquence. Alors moi je voulais réagir par rapport à votre dernier épisode sur Hermione et sur son année pour le moins stressante et surbookée. Je suis plutôt d'accord avec vous sur le fait que McGonagall aurait dû empêcher Hermione de prendre autant d'heures de cours, et surtout qu'elle aurait jamais dû lui fournir un retourneur de temps, mais ni à elle ni à personne d'ailleurs, parce que déjà c'est mauvais pour sa santé mentale, comme vous l'avez dit, et comme on le voit plus tard dans le livre, elle est totalement surbookée par toutes ses heures de cours et par tout ce qui lui arrive, en plus de la situation d'Harry et tout ça. Mais en plus de sa santé mentale, il y a une autre chose qui rentre en jeu, c'est sa santé physique, et son physique en général, puisqu'elle a 14 ans à ce moment-là, elle est en pleine puberté, et elle va utiliser le retourneur de temps pendant les 9 mois de l'année scolaire quasiment. Ce qui fait qu'elle vit pratiquement une année de plus que tous les autres élèves. Et ça joue sur sa psyché, mais ça joue aussi sur sa santé physique. Je sais pas pour vous, mais en tant que personne menstruée, je n'ose pas imaginer le bazar que ça doit être à gérer pour elle. Surtout dans les premières années de puberté, où les cycles ne sont pas encore réguliers, où encore nos émotions sont complètement chamboulées. Donc clairement, je trouve que McGonagall n'aurait jamais dû lui fournir un retourneur de temps, mais ni à elle, ni à personne de son âge en fait. Et à la rigueur, à 17 ans, je dis pas pour passer ses aspics, mais clairement, en 5e année, c'est la pire idée du monde. Et voilà, j'aurais voulu votre avis là-dessus. Voilà, merci à tous les deux, ainsi qu'à l'invité du jour, et je vous fais plein de bisous magiques de loin. Merci Alizé pour ton hibou sonore. Alors je pense qu'effectivement, le retourneur de temps, ça peut avoir un impact sur la santé physique d'Hermione, parce sachant que psychologiquement, elle est assez chamboulée, parce que je pense que ça lui provoque un burn-out. Et on sait que le burn-out, ça a des incidences physiques, en fait, sur notre corps. Donc, je pense que oui. Après, pour les règles, je sais pas si ça peut vraiment avoir une incidence. Est-ce que tu peux avoir tes règles 2 fois parce que tu utilises le retourneur de temps? Ça, je sais pas. Mais ça ressemble à un cauchemar et un enfer. En tout cas, je pense que c'est pas conseillé. Et la question que je me pose même, c'est quoi l'âge exact d'Hermione? Parce que, est-ce qu'elle n'a pas pris de l'âge pendant toute cette 3e année où, en fait, au lieu d'une demi-journée, elle vit quand même 3 demi-journées. Donc, je sais pas si elle triple tous ses cours. Ouais, après, c'est un problème d'espace-temps, c'est un problème de métaphysique. Mais ça se trouve, elle se prend un an dans la figure, en fait. Non, mais voilà, après, je pense pas que ce soit quand même tout à chaque heure de la semaine qu'elle fait en double. Parce qu'effectivement, là, au bout d'un moment, on est quand même effectivement à un âge, elle arrive sur 14 ans. On arrive à un âge où effectivement, limite, ce serait beaucoup trop transformé en fin d'année par rapport à l'année. Elle aurait pris 2 ans d'un coup, effectivement. À la fin de l'année, au lieu d'un an, à la fin de l'année, c'est une mère, 3 enfants. Le problème avec ces règles, c'est qu'elle finit ménopausée à la fin de l'année. C'est grave. Non mais c'est. Ouais, j'aimerais savoir vraiment combien de fois par jour, par semaine, enfin voilà, d'avoir des statistiques vraiment sur le nombre d'heures en plus qu'elle fait. Et ça veut dire que c'est des heures consommées. Enfin, quelque part, c'est des heures où elle vieillit, où, comme le dit très bien Alizé, où son corps, en fait, fait le travail. Enfin, je veux dire, c'est des moments vécus, quoi. C'est ça que je veux dire. Après, je sais pas, c'est une question de métaphysique. Par exemple, je suis peut-être un peu trop loin, mais les astronautes qui vont dans l'espace,
ils voyagent en années-lumière. La conception du temps est différente. Non, on n'est pas capable de... Non, mais je veux dire, leur temps vécu, la vitesse, elle diffère. Je sais pas comment expliquer. Au niveau de la vitesse, quand ils voyagent, ils voyagent à une vitesse à laquelle sur Terre, ça ne serait pas possible. Et sur... je sais pas, je sais pas comment m'exprimer. Le temps passe différemment dans la navette que sur Terre. Donc, comment leur corps réagissent? Et justement, il y a des études sur ça. Ils sont étudiés à leur retour sur, notamment à cause de l'absence de gravité, mais aussi comment le voyage, pas un voyage dans le temps, mais un voyage qui s'est déroulé quand même différemment au niveau du temps et de la vitesse, comment ça réagit sur leur corps. Bah, t'as vu Interstellar ou pas? Oui. Bah, du coup, oui. Dans Interstellar, t'as tout ce qui est fou à propos dans ce film, c'est que dans Interstellar, en fait, ils ont leur horloge biologique, mais en fait, ils vont dans des trous noirs et en fait, l'espace-temps est tellement pas le même qu'en fait, ils vieillissent pas comme les autres, en fait. Est-ce qu'on peut dire que l'espace-temps dans l'espace, c'est vraiment le même temps que l'on a sur Terre, tu vois? Bah du coup, Interstellar te répond à ça. Interstellar, c'est de la fiction. Après, on va pas dans des trous noirs. On part trop loin. Mais ouais, après, il paraît que scientifiquement, ça tient quand même pas mal la route. Hein. Mais bon, sans aller dans l'espace-temps, je pense que... c'est quand même un espace-temps, le retourneur de temps. C'est la métaphysique, c'est le voyage dans le temps, qui normalement n'est pas encore possible. Mais je pense que ton corps, en fait... Peu importe ce que tu fais, peu importe à la vitesse ou à laquelle tu voyages, ou peu importe combien de fois tu vas utiliser un retourneur de temps, ton corps, il vieillit de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en retournant 1 heure avant que ton corps ne rajeunit pas d'1 heure. Non, c'est pas une question de rajeunissement, mais comment les cellules réagissent par rapport à la métaphysique. Tout est la question du voyage dans le temps, en fait, aussi. C'est comment notre corps réagit par rapport au voyage dans le temps, aussi. Alors, sachant qu'en plus, je crois que dans le bouquin, il y a le fonctionnement n'est pas le même que dans le livre. Où dans le livre, effectivement, quand ils tournent le retourneur de temps, en fait, ils bougent pas de l'emplacement où ils sont. Donc, effectivement, au niveau du corps, il n'y a pas de changement. La seule chose sur laquelle, éventuellement, ça pourrait jouer, c'est par exemple, effectivement, quand tu te fais des journées, quand tu rallonges un peu ton après-midi, au niveau de l'heure du repas, par exemple, c'est décalé de quelques heures au niveau de ton métabolisme, etc. Après, en dehors de ça, effectivement, je vois pas trop ce qui pourrait être modifié par le retourneur de temps. Après, sauf si c'est vraiment utilisé énormément, ça après j'en suis pas sûr. Je vous avoue que par curiosité, j'avais cherché sur internet l'emploi du temps d'Hermione de 3e année. Ouais. Parce que je me suis dit, vu que sur internet on peut tout trouver, et je ne l'ai pas trouvé. Ouais, c'est dur de savoir. Ouais, et très clairement, je me dis que si vraiment c'était utilisé aussi souvent que ça sur l'année, elle se serait fait griller quand même au bout d'un moment par ses camarades, surtout par Harry et Ron, qui sont quand même quasiment tout le temps avec elle. Donc je pense qu'il doit y avoir 1 ou 2 fois dans la semaine où elle doit l'utiliser, clairement. Après, voilà, dans les films, on la voit que 2 fois l'utiliser parce que justement, Ron se demande comment elle est arrivée à ce moment-là aussi vite. Sans qu'il la voie, mais après, en dehors de ça, dans le livre, je pense qu'elle se serait vite fait choper au bout d'un moment, quand même. Ouais, non, mais sans doute. Mais c'est vrai que ça va, si c'est de temps en temps, la question se pose pas beaucoup, même si c'est pas génial, comme le dit Alizé pour une ado de 13 ans. Mais par contre, imaginons que vraiment c'est hardcore et qu'elle fait vraiment 3 journées d'école au lieu d'1. Là, pour le coup, ça peut poser des questions. Mais je suis comme toi, c'est vrai que je pense pas que ça soit le cas. Mais même si c'est quelques cours par-ci, par-là, si ton emploi du temps est chargé, c'est pour une bonne raison. C'est qu'elle est déjà limite au burn-out. Donc, on en avait parlé au dernier épisode. C'est quand même fou que McGonagall l'ait autorisé à faire ça. Ah oui, alors ça, oui, c'est quand même fou. Au niveau du bien-être, c'est une catastrophe. Donc à côté de ça... Autoriser les profs à boire le thé avec leurs élèves face-to-face, je veux dire, c'est pas non plus grand-chose. Et juste, Alizé, on a un petit peu coupé ton message pour que... Voilà, il était un petit peu long, on l'a un petit peu coupé, j'espère que tu nous excuseras pour ça. On passe tout de suite au hibou sonore, cette fois d'Anaïs. Salut la fréquence. Alors juste un petit message en fait parce que ça fait quelques jours que je relis Harry Potter le premier tome et en fait en relisant je me suis fait une petite réflexion qui peut être assez drôle.
Si on part du principe que du coup Lily est une sorcière née dans une famille de moldus, est-ce que vous croyez que ça peut sauter des générations ? Donc que Dudley est un moldu, mais que Dudley pourrait avoir des enfants sorciers. Voilà, c'est un petit bout sonore très court, mais ça me donne à penser, et depuis quelques jours, j'arrête pas de penser à ça, et j'arrête pas de me demander ce que ça donnerait. Sinon, continuez comme ça, vous êtes géniaux, je vous fais des bisous. Merci beaucoup Anaïs pour ton hibou sonore. Alors, oui, ça serait possible en soi. Et d'ailleurs, c'est drôle que tu poses cette question-là parce qu'en fait, Rowling, elle a partagé sur son site qu'elle avait songé à donner un enfant sorcier à Dudley. Donc, elle en a déjà parlé. C'est quelque chose qui était dans ses brouillons. Et même, en fait, Harry, il aurait aidé son cousin Dudley et son enfant sorcier à King's Cross dans l'épilogue des Reliques de la Mort. Elle avait pensé à cette idée-là. Mais elle a changé d'avis. Et elle a dit qu'elle a changé d'avis parce qu'elle s'est dit qu'aucun gène sorcier n'aurait pu survivre au contact de l'ADN de l'oncle Vernon. Ouais, puis ça fait quand même... ça aurait passé Pétunia, Dudley, y arriver quand même. Alors après, je pense... Sachant qu'en plus, les grands-parents ne sont pas... Enfin, les arrière-grands-parents ne sont même pas sorciers. Alors, les arrière-grands-parents de qui ? De Dudley. Du coup, de Harry aussi. Oui. Oh, enfin, parce que... Attends, 3 générations. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait... Parce que les parents de Lily et Pétunia sont des moldus. Dans cette lignée de moldus, il n'y a qu'une sorcière, tu vois. Alors après, ça c'est... En fait, je crois pas qu'il y ait de règles immuables. Je veux dire, je pense que le gène sorcier, ça peut dépasser des générations et des générations et des générations. Il y a un peu le hasard qui joue là-dessus. Hein. Donc, comme des familles 100% sorcières peuvent avoir un enfant moldu, quoi. Donc, il y a pas vraiment de règles immuables, je crois pas. Donc, ça aurait pu être le cas, quoi. Moi, je pense qu'effectivement, il y a plein de choses qui sont possibles. Mais je pense même pas que le souci, au final, il viendrait de Dudley. Dudley, lui, sur la fin, il est super sympa avec son cousin. Et puis, même au niveau de Pétunia, effectivement, où on apprend au fur et à mesure, quand même, sur le dernier tome, que, finalement, elle aimait quand même sa sœur. Elle était plus jalouse. Donc, elle était quand même jalouse, en fait, de ses pouvoirs. C'est pas que pour elle, c'était un monstre, c'était juste de la jalousie. Et clairement, est-ce que le fils ou la fille de son petit Dudley Nouchet, s'il avait un enfant sorcier, entre guillemets, à mon avis, je pense qu'il l'accepterait comme il est. Après, effectivement, le souci, ce serait peut-être plus Vernon. Mais Vernon, lui, de son côté, je pense qu'au final, lui, ce qu'il en sait, c'est ce que Pétunia lui a raconté aussi. Donc après, est-ce que justement, ça adoucirait pas, entre guillemets, sa réflexion, s'il se rendrait compte un petit peu... je trouve que ça renvoie un petit peu limite sur le racisme ou l'homophobie. Enfin, tu vois, la plupart des gens, quand ils en ont... ça reste des phobies parce que c'est le fait de ne pas connaître, de ne pas trop savoir. Et je pense que Vernon, ça se trouve, il pourrait s'adoucir parce que ça reste quand même... pour lui, son fils, c'est sa grande fierté. Et après, il y a une fanfiction, que je lis pas mal, qui avait été proposée d'ailleurs sur le groupe de La Fréquence. C'est la fanfiction d'Alix, qui est alors c'est Harry Potter 7/3. Et c'est un thème en fait qu'ils abordent justement l'éventualité, je veux pas spoiler, mais justement de ce qui pourrait se passer si Dudley mettait un pied chez les sorciers, donc et j'ai trouvé ça vachement bien amené en fait. C'est vrai qu'en termes de fanfiction, il y a de la matière parce que je me demande vraiment, imaginons Dudley avec un enfant sorcier, à la fois je me demande ce que serait cet enfant, est-ce que ça serait une espèce de Crabbe et Goyle volume 2, et aussi, comme tu disais, comment l'oncle Vernon réagirait. Alors ça me pose énormément de questions. J'ai pas trop de doutes sur Pétunia, mais sur l'oncle Vernon... parce que son neveu, d'accord, mais son petit-fils, il y a un lien de sang et tout. Enfin, je serais curieux de savoir. Ah, tu aurais des doutes sur le fait qu'il le renierait ? Je me pose la question. En fait, il est tellement fou, l'oncle Vernon, mais il est parce que fou, Pétunia, quoi. tu penses qu'elle l'accepterait ? Au final, on apprend, comme le disait Cédric, que Pétunia, elle a voulu rentrer dans le monde de la magie. Oui. Donc, et quelque part, elle déteste Harry parce que elle détestait sa sœur par jalousie et du coup elle transpose sa jalousie envers sa sœur envers Harry, quoi. Et elle est bête pour le faire. Pour le coup, je pense que si jamais elle avait un petit-fils sorcier,
je pense pas qu'elle le renierait. Oui, moi non Et plus. voilà. Mais Mais l'oncle pour, Vernon, il est beaucoup plus problématique de ce côté-là, Mais je j'ai pense. aucun doute qu'il le renierait direct. Ah, toi, tu penses qu'il le renierait? Même Dudley, il serait capable de le renier. Non, Dudley, je pense pas. Ah ouais, j'ai aucun Rappelle-toi doute. quand même, Dudley, il se rapproche même de Harry à la fin. L'enfant maudit, on le prend en compte ou pas, mais elle a développé ça dans l'enfant maudit, elle ou pas elle d'ailleurs, mais comme quoi ils ont gardé le contact, etc. Et Mais entre garder le contact et être soi-même un sorcier... franchement, j'ai aucun doute sur l'atrocité de Vernon. Ouais, de Pour ma Vernon, part. ouais. Moi, Dudley, Tu veux dire que Vernon renierait Dudley? Ouais. Parce qu'il a un fils. Ah oui, d'accord. Pas Dudley renierait son fils, en fait. Non, c'est Vernon... parce que j'ai dit Dudley. Ouais, t'as dit Dudley tout à Ah l'heure. non, Vernon. Ah, ok, d'accord. Vernon, ok. j'ai aucun doute pour Vernon. Ah, toi, tu te questionnais pour Dudley? Ah non, moi je me questionnais Ah. pour Vernon. Ah non, moi, je me Dudley- questionne pas du tout pour Dudley, Vernon. non, surtout comme disait Cédric, il a. En fait, il est complètement idiot dans la saga Harry Potter. Après, c'est un enfant pourri gâté aussi. Et- Pourri gâté, dont la tête est bourrée de bêtises par Oui. ses parents. Donc, Et à la fin, on voit qu'il arrive quand même. Alors, il y a l'épisode des détraqueurs, peut-être, qui ont joué dans l'Ordre du Phénix, mais il finit par réfléchir par lui-même. Et on voit très bien dans les Reliques de la Mort qu'il essaye même de rentrer en contact avec Harry. Et on voit bien qu'il est peiné, en fait, de séparer d'Harry. Et il se passe quelque chose, quoi. Donc, c'est pour ça, s'il avait un enfant sorcier, je pense pas que ça serait un truc insurmontable pour Dudley. Après, pour l'oncle Vernon, ouais. c'est autre chose. Nous passons au hibou sonore de Rémi. Salut la fréquence, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, comme un peu tout le monde en ce moment. Voilà, j'avais une question par rapport à la scolarité dans Harry Potter, parce que je me demandais qu'est-ce qui se passe pour les élèves qui ratent leurs examens, qui ne réussissent pas leur bus par exemple, est-ce qu'ils redoublent, est-ce qu'ils sont renvoyés de l'école? Parce que c'est vrai que c'est pas expliqué dans les livres, et voilà, j'aimerais bien savoir si J.K. a écrit sur ce sujet-là. Voilà. Passez une bonne journée et au revoir. Merci Rémi pour ton hibou. Alors, on voit que ton hibou a mis du temps à arriver dans nos oreilles, puisque non, on est le 1er octobre actuellement. Et on a un peu froid. On a un peu froid. Un peu les pieds froids. Donc non, on n'a pas trop chaud. Même cet été, je sais pas où il est. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a eu très chaud. C'est vrai. Perso, j'arrive pas à trouver la réponse, vraiment, s'il y a une... En tout cas, j'ai pas trouvé de réponse concrète de J.K. Rowling sur le sujet. Après, il peut y avoir que des théories. Je pense qu'en soi, le redoublement est possible, mais est-ce qu'il est évité par des rattrapages par matière? Pour contrôler, vu que tu as un nombre... Parce qu'en soi, on a un nombre limité de dortoirs à Poudlard. Donc, on peut pas trop avoir de fluctuations entre les années. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de redoublement, parce que quand tu vois que Crabbe et Goyle ne redoublent pas, tu te dis, mais si eux redoublent pas, est-ce qu'il y en a vraiment d'autres qui redoublent? Je pense que Mais il n'y a pas eu un truc avec Marcus Flint où elle s'est trompée, elle l'a mis une année en trop à Poudlard et elle a dit, vous vérifierez mes sources, mais je crois que j'ai lu ça, Ouais. elle a dit que c'est parce qu'il avait redoublé, que c'est pour ça qu'il était encore présent dans la saga. Peut-être. Et donc du Ouais, je coup, sais pas. elle a fait un peu une pirouette pour expliquer son erreur. Et donc du coup, elle a inclus la redoublement possibilité de possible. redoublement dans Harry Potter. Ah, peut-être. Alors, je suis pas contre ça. Après, en fait, alors, pour les buses, parce qu'il y a les buses et les aspics, alors les buses, au final, ça quand même, ça aide à suivre après, par la suite, au niveau de la scolarité. Le nombre de buses que tu as, ça te donne accès à certaines matières ou pas dans la suite de ta scolarité. Mais il y a aussi un souci au niveau des aspics, par exemple, c'est que si tu n'as pas tes aspics, par la suite, pour trouver un boulot, enfin voilà, ça peut être compliqué. Et surtout, par exemple, la saga Harry Potter est quand même un bon exemple là-dessus, c'est que la 7e année de Harry Potter, il l'a fait pas. Tous ceux qui étaient justement à Poudlard au moment de la bataille de Poudlard, que ce soit les buses et que ce soit les aspics, ils n'ont pas pu les passer. Donc clairement, à ce niveau-là, il y a bien dû y avoir du rattrapage de fait, et donc je pense qu'effectivement, le redoublement, ce serait le plus logique, quoi. Ça, on le sait, ouais, ça pour les aspics, la 7e année, elle a été refaite, parce que bon, c'était une année assez particulière quand même, où Poudlard a été à demi détruit. Après, en temps normal, oui, je pense que c'est possible. Je crois surtout ce qu'on sait, c'est que, en fait, si t'es pas bon,
à Poudlard, si tu t'en sors pas trop dans les courses, ça... c'est pas ça que je veux dire. Ouais, ça commence comme ça, mais c'est pas ça que je veux dire. Bah, ce que je veux dire, c'est que t'es très limité dans tes choix de matière pour les buses ou les aspics, en fait. Il y a toute cette discussion, justement, dans l'ordre du Phénix, où, en fonction de tes résultats, à quelle buse tu peux prétendre. Donc, je pense que si ton niveau est pas très bon, je pense que t'es juste... tu vas faire les matières un peu par défaut, en tout cas, celles qui sont le moins exigeantes au niveau des résultats que tu as eu avant, et du coup peut-être que tu as des buses et des aspics un peu moyens, quoi, un peu basiques, et voilà. Mais est-ce qu'on peut redoubler? Je pense que oui, je pense que c'est possible. Mystère. Dites-nous ce que vous en pensez. Et on passe tout de suite au prochain message, celui de Ran. Coucou Jérémy et Marina, donc moi c'est Ran, je suis musicienne intervenante, je suis chanteuse et pianiste. Et je vous remercie beaucoup pour votre podcast. Je l'ai découvert il y a un petit moment déjà. Je le trouve très apaisant et grâce à vous, je me suis remis à la lecture des tomes de Harry Potter. J'en suis actuellement au tome 4. Et je vous fais ce petit vocal aujourd'hui parce qu'en écoutant vos émissions, je vous ai entendu à plusieurs reprises parler de l'envie d'avoir des petits jingles. Un jingle pour vos instants Wikipédia, pour vos anecdotes et pour le courrier. Donc je vous ai créé aujourd'hui un petit jingle pour le courrier à l'ambiance magique et mystérieuse comme l'est votre podcast. J'espère qu'il vous plaira. Et puis n'hésitez pas, si jamais vous en voulez d'autres, moi je suis très motivée à participer de cette façon-là. Je vous souhaite une bonne écoute et merci encore pour tout ce que vous faites. Bisous. Merci Ran, je vous propose qu'on écoute tous ensemble le jingle qu'elle nous a proposé. C'est l'arrivée de vos hiboux, c'est l'heure du courrier. J'aurais fait pareil, même voix. Franchement, on a la même passion et tout. Les mêmes accords. Exactement pareil. Non, merci Ran pour cette... Ouais, c'est très joli pour cette proposition de jingle. Enfin, moi, j'aime bien. Pourquoi pas le marier avec les hiboux qu'on entend? C'est l'arrivée de vos courriers. Tu vois, pareil. Ouais, pareil. Ouais, exactement pareil. C'est très... Il y a un côté un peu mystique, un peu celtique, je trouve, dans la musique. C'est sympa. J'en profite quand même pour dire que c'est fou, hein, quand même, votre podcast, quand même, comment il inspire un peu les gens. Vous avez déjà passé des hiboux. Il y avait deux petites qui chantaient une chanson que vous avez écrite aussi. C'était vachement adorable. Et puis déjà il y a le Discord aussi. Et sur le Discord, par exemple, il y a un membre donc qui s'appelle Frank Understood qui a passé 1 mois quand même à coder un bot de Peeves qui nous a fait un super quiz il y a quelques semaines. Et clairement, voilà, hein, moi je trouve ça génial que votre podcast en fait il inspire autant les gens. Voilà, je tenais à le dire. En tout cas, ça nous touche beaucoup et surtout quand les uns et les autres utilisent leur talent au profit de l'émission, comme ce qu'a fait Ran là, avec son jingle, c'est trop bien. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Ça me donne envie de danser nu au milieu des dolmens. Tu feras une story pour partager. Ça me donne envie de danser nu au milieu des dolmens. Sous la pluie, naturellement. Ah non, j'aime pas la pluie. Mais un peu au clair de lune, tu vois. Et on va peut-être l'intégrer à l'émission. En tout cas, on va peut-être le faire. Ouais, je pense. Un meeting et tout. Non. On se rassemble tous et on invoque la... Vas-y, propose une réunion IRL sur le serveur Discord en mode nu au milieu des dolmens, hein, ça aura peut-être du succès. On a beaucoup de Bretons sur le Discord. Voilà. Ils sont très patriotes sur leur région. Allez, on passe au dernier hibou sonore, celui de Justine. Bonjour à tous les deux, voilà, je vous fais un petit hibou vocal. Ça fait plusieurs fois que je me dis que j'ai envie de vous en faire un, mais j'étais très en retard parce que j'ai commencé à vous écouter au mois d'avril. Et là, ça y est, j'ai réussi enfin à rattraper tous les épisodes.
Et si je m'écoutais, je pense que je vous enverrai un hibou à chaque épisode, parce que à chaque fois, j'aimerais pouvoir parler avec vous, échanger avec vous, vous poser mes questions sur le moment. Voilà, c'est super d'entendre d'autres personnes raisonner sur ce sujet-là, alors qu'il y a des questions qu'on ne se serait même pas posées. Et aussi, je vous envoie ce hibou parce que Jérémy a notifié qu'il venait de Caen. Et je connaissais pas non plus le podcast, donc j'ai découvert ça il y a pas longtemps et je vais bientôt m'y mettre. Et moi, je suis normande aussi. Et pendant quelques temps, j'ai fait mes études à Caen. Donc j'ai trouvé ça marrant de savoir que Jérémy était de Normandie. Et j'avais une petite réflexion, un peu loquace, on va dire. Donc c'était pour le nom de famille de Neuville, Neuville-Long-du-Bas. J'ai toujours trouvé que ce nom de famille était un peu bizarre. Bon, voilà, je me permets de vous dire ça parce que j'ai entendu que vous aviez parfois des petites remarques humoristiques à ce sujet. Je voulais savoir si j'avais été la seule à avoir l'esprit mal placé. Sinon, je vous remercie et puis j'aimerais pouvoir échanger plus avec vous parce que je pense que chaque personne qui vous écoute a une histoire particulière avec Harry Potter et je trouve ça super que vous ayez d'autres invités là depuis très récemment dans vos épisodes, ça fait plaisir. Et si jamais un jour vous voulez inviter les auditeurs, moi je serai partante. Merci à tous les deux et bonne continuation. Merci Justine pour ton hibou. Alors, tu n'as pas l'esprit mal placé et ces petites remarques humoristiques sont vraiment mal placées. Ou alors c'est deux esprits qui se rencontrent là. Ou c'est deux esprits qui se rencontrent, mais oui, long du bas, ça fait penser à long du bas, quoi. Enfin, j'ai pas besoin de l'expliquer. Après, dans la traduction, ouais, c'est... Au départ, c'est long bottom. Ouais, non, mais c'est traduit littéralement, mais après, bottom peut avoir plus le sens de fesses. Mais après, long des fesses, ça marchait pas. Alors... pourquoi long du bas, tu penses à quoi sinon ? Hein ? Pourquoi tu penses à quoi sinon ? Non mais j'ai l'impression qu'en français, peut-être que long du bas, ça implique plus, oui, effectivement, la connotation un peu... Des gens, ouais. Ouais, voilà. Alors que peut-être un peu moins en anglais, j'ai l'impression, même si c'est pas un super nom non plus, hein, c'est pas très glorifiant de s'appeler Longbottom. Hein. Mais ouais. Mais je sais pas si c'est exact, mais je disais un truc, je crois que c'est sur le wiki Harry Potter, qui disait que Neuville, c'était en rapport justement avec ce qu'on retrouve souvent en Normandie, les Neuville, Nouvelle-Ville, Newville. Non, je sais pas, je te jure, j'ai lu ça. De quoi ? Sur Neuville. Ah bon ? Oui. C'est pour ça que je sais. Non mais là, je raconte pas. Non mais pour une fois. Non mais c'est vrai. Je sais pas, j'ai lu ça sur un truc d'étymologie Harry Potter sur internet. Il n'y avait pas de source. Donc c'est pour ça que je me permets de dire est-ce que c'est l'auteur de l'article qui s'est dit tiens, est-ce que ça peut être un rapprochement ou si c'était vraiment de JK. Mais il n'y avait pas de source provenant de JK. Donc je pense que. Ouais, parce que en gros, pour expliquer, en Normandie, il y a beaucoup de villes et villages qui se terminent par ville. Et d'ailleurs, Neuville, enfin moi je viens d'un village qui a le mot Neuville dedans, par exemple. Alors après, est-ce que c'est... Ouais, peut-être, hein, peut-être que c'est fait... C'est ce que j'ai pas. C'est peut-être une allusion aux villes normandes. Comme tu remets en doute mes propos. Non, je pensais que... Tu me fais plus confiance. Tu t'es tellement moqué des noms de villes. Je me suis jamais moqué de Normand, c'est faux. Tu vas me faire passer pour qui devant les auditeurs? Bon, en tout cas, Justine, je sais pas si t'es sur le Discord, mais si t'y es pas, on t'y invite parce que ce que tu expliques, c'est typiquement le pourquoi de la création de ce Discord, quoi. C'est que les auditeurs échangent entre eux et qu'ils puissent échanger un peu avec nous aussi. Donc, n'hésite pas à le rejoindre si c'est pas encore le cas. Mais comme quoi, au final, on est un peu tous pareils. Hein. Moi, le nombre de fois où je vous parle dans ma voiture, mais vous me répondez jamais, c'est déprimant. Là, on te répond, là, pour le coup. oui, là, c'est... franchement, là, j'ai du bol. Hein. Mais c'est vrai qu'enfin, voilà, votre podcast, en fait, il est tellement fait, justement, pour qu'on ait envie de vous répondre. On est vraiment... Pardon. On est vraiment, en fait, avec vous. Et clairement, enfin, voilà, c'est vraiment un sentiment que tout le monde a, en fait. Et parfois, est-ce que tu râles sur nous, genre... dis n'importe quoi, machin. Ouais, c'est vrai. Il y a des fois sur des réponses de hibou, mais n'importe quoi, c'est pas ce que je pense. Ouais. Mais d'où l'idée d'avoir des invités, d'avoir un troisième point de vue, et parce qu'on sait, enfin, nous-mêmes en tant qu'auditeurs d'autres podcasts, on est pareil, en fait, on réagit aux podcasts qu'on écoute aussi.
Et puis vous êtes déjà, vous deux, vous êtes déjà différents. Il y a Marina qui elle, était vachement déjà juste dans le livre, sans forcément faire de recherche sur ce qui se passe à l'extérieur pour garder son imagination. Toi, t'es beaucoup plus sur la recherche canon, comme tu dis. Et donc, au final, enfin voilà, c'est pour ça qu'effectivement, des fois, il y a des n'importe quoi, parce que ce qui est canon, bah, c'est pas ce qui va forcément plaire à ceux qui sont imaginatifs. Et voilà, puis on a deux personnalités différentes aussi, on a des avis souvent très différents, donc ça donne des débats assez sympas aussi, donc je pense qu'ils sont sympas. mais ouais, je pense que c'est ça aussi qui fait la force peut-être de notre duo, c'est qu'on est qu'un duo, mais on est assez différents pour animer les débats. Et puis ce qui est bien, c'est que du coup, que ça soit sur le groupe Facebook, sur le Discord ou même sur nos réseaux sociaux, les auditeurs parlent entre eux aussi, et en fait on peut lancer des discussions qui à un moment qui nous dépassent, qui dépassent notre podcast, et ça c'est trop bien quoi, j'ai tellement hâte de faire un débat avec les auditeurs sur Rogue. Non. Il y aura du sang, ça va se fighter. En tout cas, ouais, merci Justine. Et Justine, c'est un peu comme Alizé au début. On a un petit peu coupé ton message pour que ça puisse rentrer dans cette volière bien chargée. En fait, ce qui est bien, c'est que les auditeurs prennent goût au hibou sonore. Ouais. Enfin, justement, c'est bien qu'on doive quand même les couper, parce que ça veut dire qu'ils prennent plaisir à enregistrer les hiboux sonores et tout, et ça fait vraiment plaisir. Tout à fait. En tout cas, merci à toutes et à tous pour vos hiboux qu'ils aient été sonores ou pas pendant notre absence. Comme on l'a dit en début d'émission, notre volière a été bien remplie pendant la pause, et donc on fera pas de big up cette fois parce que sinon ça prendrait encore 2 heures d'émission, je pense. En tout cas, si vous nous avez envoyé un hibou sonore depuis notre interruption, il sera peut-être diffusé la prochaine fois, mais si vous voulez avoir plus de chances d'être choisi, n'hésitez pas à nous en renvoyer un, parce que on risque de privilégier des messages plus ou moins récents. Comme d'habitude, vous pouvez passer par un message privé sur Facebook, Twitter ou Instagram, ou encore par mail à l'adresse fréquence934@gmail.com. Alors, on a tendance, c'est vrai, à privilégier le format vocal parce qu'on trouve que c'est super chouette d'entendre et de partager vos voix. Et évidemment, vous pouvez continuer à nous envoyer vos hiboux par écrit, mais c'est pas 100% sûr qu'on puisse vous répondre à chaque fois. Mais voilà, en tout cas, on voulait que vous sachiez qu'on les lit et qu'on écoute tout ce que l'on reçoit. Et si vous voulez partager vos questions avec d'autres auditeurs, on vous invite à le faire sur le groupe Facebook ou le Discord évidemment. Maintenant, vous avez toutes les informations en main grâce à Cédric. Tous les portons loin sont renseignés en description de l'épisode comme d'habitude. On va bientôt commencer à accueillir des auditeurs, comme on l'a dit à plusieurs reprises. D'ailleurs, l'appel à candidature se fera très certainement sur le serveur Discord. On va faire en sorte de mettre ça en place avec Cédric pour la sortie du podcast. Dis que c'était bien l'enregistrement, hein, t'as pas fait peur. Ah, c'était bien, t'as pas eu la pression. Hein, c'est non, bon, ça va. Ça va, J'ai chaud un peu, mais... non, c'était super top. J'ai passé un super bon moment. Cool. Ouais, parce qu'on se disait, comme les enregistrements se font sur un salon privé sur Discord de toute façon, et que le serveur public est pas mal actif maintenant, grâce notamment à Cédric, ça peut être pas mal de faire comme ça, voilà, de faire un petit appel à candidature sur le serveur. Donc venez faire un tour si ça vous intéresse. Encore une fois, le lien est en description, quelle que soit votre appli d'écoute. Merci beaucoup Cédric d'avoir accepté notre invitation. Et encore une fois, on espère que l'enregistrement t'a plu. Est-ce qu'on est à la hauteur de tes attentes? Alors attendez, avant de vous dire au revoir quand même, j'aimerais faire moi un big up quand même à des membres qui sont quand même, qui font partie des plus actifs du Discord, sans qui franchement le Discord serait vachement beaucoup plus calme, et même beaucoup trop calme. Donc j'aimerais quand même les remercier. C'est Yurad, Memogwai, Minigad, Eden, Ini, donc qui sont tous chez Pouf Souffle, mais pour éviter d'oublier les maisons, il y a quand même aussi Miss Ed et Laéa chez Serdaigle, Rodrigue chez Serpentard, Virginie et Laureline chez Gryffondor. Il y a quand même des pseudos qui nous... Il y a des tipeurs, il y a des pseudos qui nous disent aussi des choses. Évidemment. Il y a des fidèles. Il y a des fidèles. Et Rodrigue. Franchement, venez les rejoindre, ils sont super top. Rodrigue notamment qui nous a fait notre premier mème. Ah oui. Effectivement, ouais, il l'a posté une première fois sur le Discord. Il a eu un petit peu de mal à être accueilli. En fait, à mon avis, tout le monde devait avoir peur de comment vous alliez le prendre. Et bizarrement, dès que vous l'avez posté sur votre Instagram, tout le monde l'a liké.
Pourquoi Oh non, ça on nous a fait trop aurait- rire. Ça nous a Ouais, fait c'est trop trop rire. drôle. C'est trop... Puis c'est flatteur quoi d'avoir un mème, Mais c'est ouais. trop bien. Ouais, c'est trop bien la tête choisie de de Jérém. C'est le début de la gloire. C'est ça. C'est ça. Non, mais en tout cas, ouais, merci à tous là sur le Merci serveur à tous. d'avoir fait un truc chouette et de l'animer et de poursuivre en fait les discussions, qu'elles soient Harry Potter ou non, en dehors des émissions, surtout là où il n'y a pas eu d'émissions ces derniers temps. Et c'est chouette de voir que la communauté reste active et notamment sur le Discord. Donc franchement, bravo à tous, merci. Et puis nous, on va être un peu plus actifs sur le serveur aussi. On va faire de temps en temps passer, discuter avec vous, faire des petits coucous et pourquoi pas des vocaux aussi, ça serait sympa. En tout cas, nous, on a fait l'impasse sur les big up, mais on n'oublie pas bien sûr nos tipeurs, la plupart des fidèles soutiens depuis longtemps qu'on remercie chaleureusement, à commencer par Nadiscus, Yurad, Marie, Louison, Mademoiselle Or, Yonde, l'arithmancien, Clara, Chloé, Mouni, S, Saméry, Aurélien, Kimidoc, Kali, Mathilde, Miss Boukine et Nolan. Un grand merci pour vos soutiens. Alors juste un petit mot parce qu'il y a eu depuis notre pause quelques petits problèmes avec Tipeee suite à certaines déclarations des fondateurs de la plateforme, ce qui a poussé des créateurs et des membres à quitter Tipeee. Alors sans revenir vraiment sur la polémique, ce sont des propos qui à titre personnel nous interrogent un peu, on doit dire, sur l'éthique de la plateforme. Pour le moment, nous, on y reste du fait que c'est notre unique petit apport financier, mais en complément, on va prochainement s'enregistrer sur une autre plateforme de crowdfunding pour permettre peut-être à des gens de soutenir autrement l'émission, ce qui est une prise de position qu'on respecte à 100%. Et même sans galion, vous pouvez soutenir ce podcast en parlant autour de vous et en nous laissant des commentaires et plein d'étoiles en fonction de l'appli que vous utilisez. C'est gratuit et ça fait plaisir. Merci beaucoup à MRG, Snapper, Tuff21, Cessing, Horselove, Catchunicorn32, Onebi, Manduken, Agathe ou encore à la Chimère pour l'avoir fait sur Apple Podcast depuis notre pause. Il est malheureusement temps de se quitter, mais on se retrouve très vite pour la suite de notre lecture du Prisonnier d'Azkaban avec le chapitre 9 qui s'intitule Sinistre défaite. J'espère que ça n'a pas été une sinistre défaite cet enregistrement avec nous, Cédric, en tout cas. Non, c'était un super plaisir. Je suis super content d'avoir participé à cet épisode. Alors une dernière fois, merci Cédric et à très vite au milieu des dolmens. Bye bye. Merci À vous. bientôt, Salut. ciao.